Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. On peut dire que le mot Africa pourrait aussi bien venir du latin affaire, au pluriel, Ifri, qualificatif d'une tribu berbère. Ensuite, les Arabes baptiseront Ifriqiya l'ensemble du territoire qui constitue la Tunisie actuelle et l'Algérie orientale, avant que ce nom soit étendu à la totalité de la région située au sud de la Méditerranée. Mais comment l'origine du nom Afrique influence-t-elle les Africains? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Tout ce que tu m'as donné, Afrique, me fait marcher d'un pas nul autre pareil. L'homme blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie et rouge en Amérique n'est que le même homme teint de la couleur du climat, tous nés du noir, tous nés sur le continent africain. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce dimanche 29 août de l'an de grâce 2021. Afrique, quelle influence ce nom emprunté de l'arabe Ifriqiya peut-il exercer sur le continent noir? C'est notre grande interrogation de cet après-midi. Le terme Afrique désignait longtemps la partie nord du continent africain. L'Afrique subsaharienne était appelée l'Éthiopie, un terme dont l'origine est très intéressante puisque le mot grec Aïthiops, qui désigne littéralement le pays où les gens ont le visage brûlé par le soleil. On voit par là que les Grecs eux-mêmes, influencés par les Égyptiens, avaient, il faut le dire, parfaitement compris que l'humanité était originaire d'Éthiopie, un fait confirmé par la science, et que la couleur de peau sombre s'expliquait par les rayons du soleil, un fait également confirmé scientifiquement et non pas du fait de l'existence de prétendues races, comme on nous l'a fait savoir depuis la nuit des temps. Quant à l'origine du mot Afrique, elle révèle la profonde unité du continent. Africus désignait en latin un vent soufflant sur la région de Carthage. Il viendrait d'une tribu berbère, les Banu Ifrène. En tout cas, selon d'ailleurs Saadi Arezki, le terme Afrique vient de la définition que donnaient les Amazighs, encore appelés berbères, peuple qui occupait le nord de l'Afrique, de l'Égypte aux îles Canaries, Tigzirine ou alors Tinknanarin, les îles couleur balsamique en Amazigh et du sud, et au sud, en tout cas jusqu'au fleuve du Niger. Les populations noires occupaient les territoires au sud du fleuve Niger, que les Amazighs appelaient Akel Iverkenen, les terres des populations après noires. Averken, qui signifiait justement à cette époque-là noir. Et on espère encore que c'est le cas aujourd'hui. Les explorateurs européens qui ont commencé à découvrir le continent ou alors les continents pénétrant par l'Afrique du Nord se faisaient préciser par leur guide amazigh que au-delà du fleuve Niger, qu'ils allaient traverser dans leur quête de découverte, qu'ils allaient pénétrer en terre noire, population justement à peau noire, déclarait d'ailleurs ce scientifique. Mais il faut également entrer dans le vif du sujet. Les Grecs de l'Antiquité appellent le continent Aïboun, Liboué, Libye. Quant au terme Afrique, il dérive directement du latin Africa de l'Antiquité romaine jusqu'au Moyen-Âge. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait savoir. Le terme ne désigne que la partie de l'Afrique du Nord entourant Carthage à dominante arabo-berbère, le sud à majorité noire étant appelé Éthiopie du grec Aibioria ou alors Aethiopia. Ainsi, dans le livre 5 de l'histoire naturelle, eh bien, Pline l'Ancien mentionne le fleuve Niger qu'il nomme Nigris comme délimitation. Le fleuve Nigris sépare l'Afrique de l'Éthiopie et mentionne également les nations éthiopiennes qui vivent dans ses abords. Eh bien, l'étymologie d'Africa avait le biais de nombreuses hypothèses. Elles sont d'ailleurs très nombreuses et au cours de cette autre édition de Feu Vert, nous allons en parler justement avec le docteur Jean-Paul Balek qui a approfondi justement la question pour faire comprendre aux uns aux autres eh bien, que le nom n'a pas été emprunté justement de l'arabe Ifriqiya, mais qu'il vient de très longtemps encore, de très très loin. En tout cas, selon certains, les étymologies antérieures au XXe siècle ne sont plus aujourd'hui que des curiosités historiques. Isidore de Séville tirait ce nom du latin aprica, ensoleillé. Léon l'Africain invoquait un mot grec fictif, apric, ou alors sang-froid. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, selon bien sûr Michel Fruy. Le terme africain est apparu dans les langues européennes par l'intermédiaire des Romains, qui désignaient ainsi la partie nord du continent, car en Campanie, eh bien, Africus qualifiait le vent pluvieux provenant de la région de Carthage. En tout cas, c'est ce qu'ils nous font savoir. Eh bien, selon une autre hypothèse de Daniel Don Nangiria, eh bien, le mot latin Africa pourrait provenir soit du nom Afridi, une tribu berbère qui vivait en Afrique du Nord, près de Carthage, soit du terme phénicien Afar, signifiant
poussière. D'autres chercheurs disent que le nom Afrique provient de la tribu des Banu Ifren, tribu amazigh, dont l'ancêtre est Ifren, appelé aussi Iforen, Ifuras ou encore Afer, terme désignant également grotte ou caverne en langue berbère. Selon Ibn Khaldoun, il nous dit que Ifri, la forme singulière du mot Ifren, désigne également une divinité amazigh. D'autres encore désignent les Banu Ifren comme étant les habitants de l'ancienne Ifriqiya, qui désignait jadis en arabe l'actuelle Tunisie, et que le nom arabe, alors d'Afrique, découle de la nomination de la tribu des Banu Ifren. De plus, les Banu Ifren seraient les Ifuras, tribu qui rassemble les Afars. Les Ifuras habitaient l'ancienne Tripolitaine et sont les Zénètes berbères que, il faut le dire, qu'on appelle Coripus, que Coripus a désigné dans son livre par Ifuras. On parle toujours, mesdames, messieurs, de l'Afrique. Mais d'autres nous parlent également de Kama, qui est l'appellation la plus ancienne concernant les territoires communément appelés Afrique. Le gentilé des habitants et surtout des personnes originaires de Kama est Kamite ou encore Kamite. Étymologie modifiée d'ailleurs en araméen, Kama, K-M, K-A-M-A, et en hébreu Kam, K-H-A-M, signifiant justement brûler, chaleur, noircie, caractéristique principale de ce continent, car selon Hérodote, la chaleur y rend les hommes noirs. Dans son histoire 2, en page 22, il faut justement aller chercher le livre. Mais revenons également à un autre scientifique qui est revenu justement sur le tableau. Souvenons-nous justement de sa dissertation en droit, du rappel de ses origines dans le registre de Halleux. Et ajoutons Camo, c'est son nom, paraphera très souvent ses documents et ses contributions en se présentant comme un Africain. Il signe Amo Affaire, Amo Guinea Affaire, Affaire, particule latine pour africain, ou encore Amo Guinea Africanus. Loin de folklore, il faut le dire sa provenance, il l'affirme par intériorisation de sa différence, laquelle n'a certainement pas manqué de lui être renvoyée à la figure. Autre piste interprétative, eh bien, cette différence, il l'aurait revendiquée avec constance, courage, fierté, amour ou l'ambivalence, celle d'un être double, hybride, penseur assimilé et homme conscient de sa spécificité. Eh bien, même et autres, c'est ce qu'il disait, dedans et dehors. Il ne pouvait pas ne pas penser comme les autres. Il ne pouvait pas ne pas se défaire ou être défait justement de sa propre spécificité. Voilà pourquoi il déclarait, lorsqu'il signait justement ses livres, il déclarait haut et fort qu'il s'appelait Amo Affaire, Amo Guinea Affaire. Bien sûr, pour dire affaire, est l'origine justement de ce nom qu'on appelle l'Afrique. Revenons justement sur ce cas-là. Dr Jean-Paul Mbelek parlant justement de Amo, qui lui signait tout le temps. Il déclare haut et fort qu'il s'appelait Amo Affaire ou Amo Guinea Affaire. Oui, Amo Guinea Affaire, c'est-à-dire l'Africain de la région du Golfe de Guinée. Du Golfe de Guinée, oui. Là où se trouve sa ville natale qui est Axim, qui est dans l'actuel Ghana. Oui. Non, là, tout ce que tu as dit là, ça s'appelle, pour l'essentiel, hein, sauf quand tu dis affaire, ça s'appelle de l'étymologie populaire. Oui. Donc, il faut arrêter d'abaisser notre niveau. Quand on a affaire à des gens comme nous autres, Béni, Chris, King et toi-même, on est d'un niveau plus élevé que ça. Plus élevé, pas très élevé. Plus élevé que ça. Très là, je laisse ça aux autres. Mais je suis sûr que mon niveau dépasse ça. Voilà. Okay, ça s'appelle l'étymologie populaire. Et il y a des gens qui sont contents. Je me souviens très bien, étant en France, regardant le Paris-Dakar, ça avait encore lieu à l'époque en Afrique, où j'entends le sultan de Gao, non, pas Gao, sultan, c'était au Niger, il y a une ville là au Niger qui est passé le Paris-Dakar, très connue, ça va me revenir, dire que il est d'ascendance turque. Le sultan était noir, de la tête jusqu'aux pieds. Aucun d'entre nous ici est aussi noir que le sultan que je voyais. Je dis, quand je dis noir, c'est Solex, comme disent les Antillais, foncé. Bon, plus noir que ça, c'est seulement en Inde, quoi. Voilà. Et le type, il dit qu'il descend d'un turc. Ça, Cheikh Anta Diop parlait de cela en parlant de chérifi. C'est-à-dire que les rois ou certains chefs religieux des régions musulmanes de l'Afrique, de l'Ouest, avaient tendance à se rattacher à une origine étrangère en croyant que ça allait rapprocher plus de Mahomet, par exemple. Oui. Donc ça les valorisait. C'est nul. C'est être indigne de ces... Sans être, absolument. Oui. Voilà, donc, ces genres d'étymologie populaire, nous les Africains de jour, on n'en veut pas. Nous, on veut une liberté totale, débarrassée de toute scorie coloniale. Oui. Voilà. Donc, de quoi en est-il? Là, c'est très simple. Le mot Africa est d'origine latine. Un point, un trait.
faut pas chercher plus loin. C'est d'origine latine. Et quand les Romains utilisent africanus ou africana, c'est en tant qu'adjectif. J'ai fait du latin, de la 4e jusqu'en terminale. J'ai passé l'épreuve de BEPC, latin. L'épreuve de bac, latin. Donc je n'ai jamais fui devant le latin. Oui. Je vais même te dire plus. J'aurais voulu faire du grec. J'étais au lycée Carnot dans le 17e arrondissement à Paris. Sauf qu'à l'époque, il fallait choisir. Si moi, donc, lorsque j'ai eu un professeur qui nous a parlé du cours d'hiéroglyphes, évidemment, j'ai sauté dessus. Parce que j'ai toujours aimé les langues anciennes. Surtout que dans le cas présent, les hiéroglyphes nous concernent, nous, en tant qu'Africains. Oui. Voilà. Alors, donc, je reviens dans ces étymologies. Quand on parle des hommes comme nous, et on veut parler de cette terre qu'on appelle maintenant Afrique, les Romains disent affaire. C'est pour ça Amo dit, il se dit affaire. Et c'est pour cela, quand il parle de la Guinée, il veut préciser de la région géographique, il dit Guinea affaire. Affaire veut dire africain en latin. C'est-à-dire que l'être humain, c'est lui qui est désigné par affaire. Et ça se décline, hein. Il y a le génitif, il y a l'ablatif, il y a comme toujours en latin. Okay, il y a l'accusatif. Bref, pour tous ceux qui ont fait le latin, ils se reconnaîtront. L'ablatif, toutes les déclinaisons latines avec affaire. Donc, je répète, c'est le participe passé, comme ça l'adjectif plutôt. Souvent, les mots qui passent en langue européenne, c'est le participe passé. Oui. Par exemple, quand on dit science, c'est scio en latin, j'avais dit je sais. Sciens, c'est le participe présent sachant. Et scientis, le participe passé su, qui donne science. Souvent. Mais aussi, là, dans le cas présent, c'est l'adjectif qui donne maintenant le mot qui est passé dans l'étymologie, dans la langue populaire. Parce que le français, c'est le romain popularisé auprès des Gaulois. Voilà. C'est ça qui va donner Africa, Afrique et tout ce qui va suivre. Mais les Romains, eux, pour désigner les humains, c'était affaire. Maintenant, j'essaie de regarder où est-ce que les Romains ont repris ça. Bon, ils n'ont qu'à prendre ça nulle part. Donc, y compris quand on veut dire que les Romains ont repris ça chez les Grecs, aprika, qui veut dire là où c'est ensoleillé. C'est du n'importe quoi. Oui. Aucune étymologie ne permet de le justifier. Parce que les gens ne savent même pas seulement que c'est que la linguistique comparée. En linguistique comparée, si je prends... Enfin, je préfère dire d'abord que s'il nous écoute, lui-même pourra témoigner. Non, allez-y. On est là justement pour expliquer à nos téléspectateurs. Moi, j'ai eu un professeur de linguistique comparée. Oui. Le top en Afrique, même s'il a dépassé les 80 ans aujourd'hui, Théophile Obenga. Il m'a formé de façon informelle en linguistique comparée, depuis le B à bas, jusqu'à ce que je puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais te dire, première leçon même, c'est que quand on fait la linguistique comparée, on compare un groupe de sons à un autre groupe de sons. Oui. C'est pas une affaire de ressemblance dans la consonance. Deux mots peuvent sonner totalement différents et ils sont apparentés. En d'autres termes, si je prétends que Afrique vient de Iprika ou Aprika en grec, ouais. Qu'est-ce que je vois là? Ça veut dire que je passe du grec P et je trouve le F en latin. Mais si c'est quoi, Steve? Ça doit être, il faut plusieurs exemples, ça doit être systématique. Et ces exemples-là, tu dois les prendre de mots dits hérités. C'est des mots qu'aucune langue n'a besoin d'emprunter à une autre langue. Et tu montres que de façon presque systématique, même s'il y a quelques exceptions, la régularité existe. Je vais donner un exemple de passage de P à F. Ça existe entre le français et l'anglais. C'est-à-dire que si je dis père en français, ça donne father en anglais. On voit bien comment le P devient F. On est d'accord? Si je dis par exemple un autre mot qui commence par P, mettons par exemple poisson. En français c'est P, non? Comme tout à l'heure, père c'était P. Et en anglais c'est fish. Fish. On voit bien le PF. Je peux donner un troisième exemple comme ça. Ok? Ça s'appelle les lois de Grimm. Dans le cas de l'indo-européen, en tout cas des langues européennes. Parce que c'est les frères Grimm, ceux qui ont écrit les contes de Grimm, qui les premiers s'en sont rendus compte. Ouais. Je peux faire la même chose avec le G et le W. Si je dis guerre en français, j'ai war en anglais. Quand je dirais Guillaume, j'aurais William en anglais. Quand je vais gagner en français, j'aurais win en anglais. Oui. C'est répétitif, on voit bien, c'est mathématique. La linguistique comparée, c'est mathématique. Et normalement, pour valider ça, il faut prendre les mots hérités. C'est-à-dire qu'un mot qu'aucune langue, même la plus pauvre du monde, n'a besoin d'emprunter à aucune autre. Et tu montres que c'est une correspondance de son. Parce que c'est une question d'appareil guttural. Tel peuple a tel son, ça correspond au tel son. Donc c'est ainsi que les déformations vont se faire. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer si vraiment Africa en grec a pu donner Africa. Je suis sûr que tu donnes 2 ou 3 exemples, ça ne marchera pas entre le latin et le grec. Pas du tout. Donc il faut laisser tomber là-bas. C'est de l'étymologie populaire, chacun y va de soi. La seule chose qui est sûre, c'est que nous sommes passés du romain, et c'est de la langue romaine que s'il y avait un Afrikia, ça s'est fait en arabe.
C'est plutôt les Arabes qui empruntent aux Romains, parce que l'occupation s'est faite des Romains sur les Arabes. Maintenant, qui étaient les vrais Arabes? Jusqu'à la première, le premier génocide des Noirs connu dans ce monde. Parce que le premier génocide des Noirs dans ce monde, ça s'est fait en Arabie, justement. Premier esclavage, parce que quelqu'un a la peau noire, c'est fait en Arabie. Ça ne s'est jamais fait chez les Romains. Désolé pour ceux qui y croient. C'est faux. Les Romains n'ont jamais fait un racisme spécialement centré sur les Noirs. Ils avaient suffisamment de respect pour les Noirs. Parce que de leur époque, les Égyptiens, les Nubiens, les Soudanais plutôt, existaient encore. Ils les voyaient. Et pas seulement ceux-là, même en Afrique de l'Est, ils les voyaient. Ils n'ont jamais eu de mépris pour ces peuples-là. Jamais. Puisque même sur le plan civilisationnel, ils n'ont jamais dépassé le statut de ces peuples-là. Vous savez que les Romains, c'est surtout des ingénieurs, surtout des techniciens. Mais ce n'est pas des producteurs de connaissances. On reconnaît ça aux Grecs, mais pas aux Romains. Oui. Alors, donc, celui qui a reformé le calendrier de Jules César, c'est pas un Égyptien. C'est un Égyptien. Que les Romains ont baptisé Saucigène. C'est lui qui a dit à Jules César, écoute, chez moi, chez mes ancêtres, on attend 1460 ans pour ajouter une année complète à notre calendrier. Mais quoi, comme tu es juste César, ton règne n'est pas aussi long que celui. En tout cas, n'est pas pérennisé. C'est notre roi, on voit pas voir. Eh ben, toi, tu vas faire tous les 4 ans, tu ajoutes une journée. Faisons le compte, on voit que ça tombe. Et Cheikh Anta disait, qui peut le plus peut le moins. Voilà. Regardez, une année complète, c'est 365 jours. Tu attends 4 ans, tu ajoutes une année. Il va falloir faire ça 365 fois, et ça te fera une année complète, non? Mais 365 fois 4, ça fait pas 1460. Oui. C'est les 1460 ans, là. Mais les Égyptiens, eux, ils l'ont fait dans leur histoire. Parce qu'ils avaient ce qu'on appelle le mène, la stabilité. La stabilité, aussi bien dans la durée, qui donne nom en bas ça s'appelle une métathèse. Là, on fait un cours de linguistique. Hein. Ça s'appelle une métathèse en linguistique. C'est ce que les gens appellent couramment le verlan. Tu vois, quand tu dis nom, tu vois, en bas ça fait NM. J'en ai vu sur la voyelle. En égyptien, c'est men. La stabilité, MN. Donc la stabilité spatiale, c'est aussi la stabilité dans la durée. Ok? Quand on dit nom en bas ça, c'est quelque chose qui est stable dans le temps. Ok? Couramment, bah, ça va dire que ça dure, mais ça veut dire que c'est stable dans le temps. Donc, le Saucigène était sûr de la stabilité du règne de Pharaon. Et je disais donc que, effectivement, on peut suivre l'évolution de la civilisation égyptienne et voir que tous les 1460 ans, ils ajoutaient une année complète, Steve. Attends, tu comptes le nombre de générations qui se succèdent pendant 1460 ans? 1460 ans. Et il y aura quelqu'un pour dire, on ajoute une année complète. Je défie toute civilisation aujourd'hui, qui est encore cours dans cette planète, de faire la même chose. Non, ils ne peuvent pas. Déjà, il y a eu le bug de l'an 2000, qu'on n'a pas su éviter. Ok, je ne sais pas combien de bugs il y aura. Et si on devait faire ce même procédé, les Égyptiens ils l'ont fait à répétition. Et les Romains ne pouvaient pas. Ok, donc ils avaient trop de respect pour les Noirs. Kama, tu as dit Kama. Oui. Kama, Kemet, tout ça là, c'est dire le pays des Noirs, tout simplement. C'est ainsi que les Africains, eux, en tant que Noirs, ont tout désigné l'Afrique comme pays des Noirs. Par exemple, encore aujourd'hui en Bambara, on dit Farafina. Farafina avait dit le pays des Noirs. Même nous, en Bassa, si on veut dire, enfin moi je parle Bassa, on va dire Longmingindo, c'est tout. Sinon, couramment, le pays, c'est Mbaye. C'est le même mot que pour dire la maison, que pour dire le foyer. Les Égyptiens, ils disaient, soit ils disaient le pays des Noirs, directement pour eux-mêmes, oui. Comme on dit l'Amérique, alors qu'il ne s'agit que des États-Unis, ou alors ils disaient Taméri. Taméri, la terre aimée. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, le mot Ifriqiya vient du latin chez les Arabes. Maintenant, je disais que je chutais là-dessus en disant qui étaient les vrais Arabes. Parce qu'on ne pourra pas éviter ça. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. On a un contentieux historique avec les prétendus Arabes qui ne sont pas des Arabes. Oui. Non seulement ils ne sont pas Arabes en Afrique, même en Arabie, ils ne sont pas Arabes. S'ils ont la peau claire, je suis désolé, il faut qu'ils commencent à foncer leur peau. S'ils veulent prétendre qu'ils ont un droit d'hériter direct sur ce territoire-là qu'on appelle Arabe aujourd'hui, ils doivent nous montrer leur lien avec la population noire d'origine. Okay? Dans l'Arabie pré-islamique, le héros des Arabes était noir. Il s'appelle Antar. Je vois que Parfait est là. Il peut confirmer. Bonjour Parfait. Avant que tu... Comme je le prends la témoin. Merci, merci d'avoir dit tu vas le représenter. Bonjour, patient Parfait. On le voit. Voilà. Bon, finalement, c'est Dr Belek qui est le journaliste. Non. Parce que j'ai besoin de lui. Il a besoin de ça. Voilà. Si je ne me trompe pas, en tout cas, moi, vu mon âge, je me souviens tout petit, il y avait encore des stations d'essence Antar. C'était un cheval noir. Antar, c'est le héros des Arabes. Et pendant un temps, ils ont fait des films avec Antar. Ils faisaient ce qu'on appelle le blackface. C'est-à-dire qu'ils mettaient des blancs ou des Arabes blancs là et ils noircissaient la peau. Bon, maintenant, ils ont assez honte. Donc, ils osent maintenant mettre quand ils font un film, ils mettent maintenant un noir, quoi. Mais
C'est le héros. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un génocide. Arabe même, l'étymologie du mot arabe. Arabe veut dire noir. Le mot arabe même dans leur langue veut dire noir. Je suis désolé. Pour ceux qui parlent arabe, qu'un expert de l'arabe intervienne là, sur le plateau. Je ne parle pas des Maghrébins qui apprennent l'arabe à l'école. Je parle de ceux qui connaissent vraiment la langue arabe littéraire là. Ça veut dire noir. Ce qui s'est passé, c'est que c'est le début même des premiers coups des talmudistes contre les noirs. Il y en a un qui s'est levé, un talmudiste. D'abord, déjà, à la Mecque, il y avait déjà les populations noires locales qui faisaient remarquer aux chefs de la Mecque, tous des noirs, t'as compris, c'est des noirs, que les populations blanches là, qui sont là, commencent à trop être en expansion, il faudrait peut-être régler leur cas, traiter leur cas. Le shérif dit non, ils ne sont pas nombreux. Un jour, il y en a un qui était juif, parce que c'était sa religion, il se réclamait juif. Il est parti voir le roi de Perse, de l'époque. Et c'est avant Mahomet tout ça, hein, avant Mahomet. Et il va lui dire que, bon, écoute, nous on aimerait bien prendre pouvoir là-bas chez les gens, mais on est minoritaire, parce que le pays est riche. Voilà, le roi de Perse a dit, lui, il ne voit pas l'intérêt, parce qu'avec cela, il a un bon terme, il ne voit pas quel est l'intérêt de donner une armée, parce que l'armée ne peut rien faire tout seul. Ok, il a refait une tentative une autre fois. Cette fois, ça a marché, parce qu'il a dit quelque chose, le Bacte. Ça dit que notre couleur de peau est la même, pas la leur. Je vous dis autre chose, sachez que les Perses, au départ, quand on dit, par exemple, Cambyse le Perse a conquis l'Égypte, c'était noir aussi. Les Perses même sont des noirs à la base. Et nous avons la vignette chez eux-mêmes, à Persépolis. La Padana est encore là. C'est des escaliers qui sont restés. C'est une ruine d'escalier, on appelle la Padana, à Persépolis, en Perse. Mais tu regardes, tu vois quelle est la couleur des Perses. Darius même, je te défie. Regarde sur Google, regarde Darius. Sur Google, l'image de Google. Darius était noir, on le sait. Non, son visage là, même sa main, tu regardes sur Google, sur Wikipédia là, l'image qu'ils ont mis de Darius, tu vois, ses mains sont noires. Je dis que nous avons, même les juifs, on a leur vignette. Un juif sur la Padana, au mieux c'est un métis. Sinon ils ont les cheveux crépus, c'est des noirs aussi. Mais il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu changement de phénotype. C'est-à-dire que la géographie humaine a changé dans la région. Ok? Il y a deux géographies humaines et même trois, politique et culturelle. Non, au niveau du territoire. C'est-à-dire que la vraie géographie, quoi, au niveau du territoire. Oui. Mais il y a la géographie humaine, il y a aussi la géographie politique, il y a tout ça. Donc la géographie humaine a seulement changé dans ce paysage-là. Mais et plus tu vois maintenant, plus les gens à peau claire, leur nombre a commencé à augmenter. Et puis sans compter ceux qui venaient de l'extérieur, les Européens, beaucoup d'Européens, les Turcs, les Iraniens, les Perses, qui eux-mêmes chez eux blanchissaient. Mais même encore aujourd'hui, il y a les populations noires en Perse. Encore aujourd'hui, il y a les populations noires en Arabie. Encore aujourd'hui, je pose une question, est-ce qu'il y a même une seule famille royale arabe, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Koweït, bref, même Dubaï, où il n'y a pas de noirs? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que sinon, leur royauté n'est pas justifiée. Leur royauté est justifiée par les noirs qui étaient là avant eux. C'est pour ça qu'il ne peut pas manquer de noirs dans les familles arabes princières. Il y a toujours des noirs. Noirs de jet. Et d'ailleurs, le mot expression noir de jet vient des arabes. Quand un arabe veut dire un vrai noir, il dit noir de jet. Et l'expression que tu dis même pour Antar et leurs ancêtres, c'est noir de jet. Pour dire que ce n'est pas un noir plus ou moins clair comme Jean Pombelec. C'est noir solex foncé. C'est noir de jet. Oui. Jet, parce que l'oiseau jet est noir. Tu vois la couleur de l'oiseau jet un peu noir violacé là. Oui. C'est ça. Donc les arabes étaient couleur noire de jet. C'est marqué dans leur texte. Donc quand le monsieur là, il parle du bac, là on lui donne une armée. Ils ont fait un génocide. Ils ont massacré les noirs. Même tout ce Hutus, c'était rien. C'était vraiment rien. Et voilà comment, au fur et à mesure, l'esclavage des noirs commence. Et voilà comment les blancs commencent à prendre le pouvoir sur les noirs. Et c'est devenu une règle maintenant dans les pays. Parce que sinon, quel est le contentieux historique avec eux? Il faut expliquer. Bon, je suis sinon je vais trop long. Justement, on n'a pas besoin justement de ces explications. Non, mais on continuera après. Je vais laisser d'abord. Je vais d'abord dire bon après-midi à Patient Parfait-Dôme. Apparemment, vous avez pris l'initiative de le saluer. Vous avez coupé le docteur, il fallait le laisser chuter. Non. Je ne suis pas sûr qu'il y aura encore le fil de ces idées. Je vais justement rebondir avec les questions. Docteur, j'étais pour vous dire bon après-midi. Merci pour cette invitation. Une fois de plus, un bonjour particulier à toute la galaxie d'UBS, mais maintenant de plus en plus d'UBS Feu Vert, parce que d'UBS la matinale, c'est déjà consacré. DBS Feu Vert, je crois qu'il prend ses marques tranquillement, comme un grand. Petit à petit. Voilà. L'oiseau fait son nid. Oui, malgré les Facebook qui nous fait souvent des misères, mais on est déjà habitué. Malgré Laurence, merci d'être encore sur ce plateau. J'espère dans les matières assez pointues que les questions militaires d'armement. Merci. Merci au docteur Bénécris. Vraiment choqué ces derniers temps. J'ai l'impression que les Germains du Kassai ne sont pas d'Afrique du Sud, apparemment. Sauf s'il n'a pas trop de diamants. Au docteur Mbelek qui est là. Je pense que souvent il y a des thèmes qu'on fait avec beaucoup de retard et on regrette.
de ne les avoir pas fait un peu plus tôt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai vu ce thème, j'ai pensé à un aîné et à un ami avec qui j'étais vraiment en parfait accord, c'est le Doukhaya, grand égyptologue, passionné de l'égyptologie, mais surtout qui a accepté de mettre son savoir à la connaissance du grand public gratuitement. Et aujourd'hui, si quelqu'un comme Ekambi Dibongue, du côté d'Aqua, peut continuer par exemple à dispenser des cours d'informatique presque gratuitement à certains enfants de la ville de Douala, et même d'ailleurs qui n'avaient pas la possibilité d'apprendre l'informatique, c'est aussi un peu grâce à Doukhaya, qui lui avait servi un de ses locaux du côté d'Aqua. Vraiment, c'était un homme de cœur. Donc ce débat-ci qu'on va mener, l'absence de Doukhaya va se faire sentir. Et justement, c'est un grand homme qui s'en est allé. Merci, parfait. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon pose hiéroglyphe. Ben, c'était Doukhaya. Donc, je l'ai déjà dit ici, on a même dit qu'on ferait une émission. Doukhaya a formé des gens comme moi à l'université Jussieu Paris 6. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc, c'était mon professeur. Donc, c'est de lui dont je parlais quand je parlais des cours d'hiéroglyphes. Il faut justement que je vous fasse rebondir, docteur Jean-Paul Bellec. Finalement, donc, comment s'appelait l'Afrique avant que les Romains, les Européens, les Occidentaux arrivent justement sur le continent? Je l'ai dit tout à l'heure, les Africains appellent l'Afrique le pays des Noirs. Le pays des Noirs, c'est tout. Oui, ils s'appellent eux-mêmes Noirs. Les Africains sont les seuls qui n'ont pas peur de se désigner par leur couleur. Quand on dit ça, les autres croient qu'il y a de... Non, nous on s'appelle Noirs dès le début. Depuis le début. On le sait, on est des Noirs. Et pourquoi on est des Noirs? Parce que la couleur noire nous est bénéfique. Et c'est la couleur des dieux. Et nos dieux sont noirs. Mine est noir. Amon est noir. On n'hésite pas. Et on les met en diorite noir. Les Égyptiens, quand ils faisaient mine, c'était comme ça, noir. Voilà. Et Amon, c'est pareil. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi. Le noir vient de la mélanine. Elle absorbe les UV. Mais tu sais, Steve, ici, sur nous là-dessus, là, même sans manger, tu peux vivre pourvu que tu boives de l'eau. Parce que cette mélanine, elle dégrade les rayons UV. Et ça nous protège pour ne pas abîmer ce qui est en dessous de l'épiderme. Mais en même temps, en dégradant le UV, elle nous apporte de l'énergie. Donc il y a une part de notre énergie qui n'a pas besoin de venir de l'alimentation. Mais les autres humains, elle leur vient 100% de l'alimentation. Tant qu'on est sous nos latitudes, notre mélanine nous apporte aussi une partie d'énergie. Donc on n'a pas beaucoup à compenser en alimentation. Du coup, comme le disent les médecins africains, l'alimentation est beaucoup plus médicale. Bien sûr, ce n'est pas suffisant d'avoir les rayons. Mais grâce à cet apport d'énergie en dégradant les rayons ultraviolets, nous vivons longtemps pourvu qu'on boive. Maintenant, la nourriture, il faut bien comprendre qu'elle est notre cible. Ce n'est pas seulement pour alimenter la personne d'énergie, c'est aussi le côté médical. Donc on ne mange pas n'importe quoi. Voilà. Alors, puisque tu me poses la question, je vais faire une autre précision, c'est les Berbères. Il faut arrêter avec les Berbères. Ce ne sont pas des autochtones d'Afrique. Et je vais même dire une chose, ce sont des gens qui... il faut le dire aux téléspectateurs, justement. Je le dis, là, ce sont des gens qui vivent la contradiction permanente. Voilà. Parce que nous sommes là, justement, aujourd'hui. En même temps, ils disent qu'ils sont arabes. Et quand on leur dit, ils disent qu'ils ne sont pas arabes, ils sont berbères. Ils disent Amazir. Amazir, parce que dans leur langue, ça veut dire, il faut arrêter. D'abord, ils viennent pour fausser notre histoire, nous les Noirs. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Hein. S'ils veulent quitter l'Afrique, ils dégagent. S'ils veulent rester en Afrique, ils ne peuvent pas nous imposer des choses fausses qui viennent fausser notre identité. Parce que c'est nous, les autochtones, non seulement de l'Afrique, mais de la planète entière. Donc il va falloir qu'ils s'y plient. Ce n'est pas parce que pour l'instant, ils ont affaire à des régimes avec lesquels tout le monde peut discuter et marcher sur notre fierté, que ça veut dire que ça va durer. Hein. Donc il y a une fin à tout. Et ça commence aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait un moment que ça a commencé. Donc on ne fait que continuer la marche. On continue la marche. Alors, je vais expliquer une chose. C'est mathématique et c'est scientifique. Supposons que les Berbères soient les originaires d'Afrique. Alors ils sont blancs. Puisque eux-mêmes se disent blancs. Ils ne se sentent pas solidaires de nous autres qui sommes noirs. Ils seraient justement la majorité. Je ne veux pas savoir. Mettons-les majoritaires, quel que soit Alpha. Où est le problème? Puisque de toute façon, c'est ma chute qui va compter. Oui. Ils seront majoritaires. Ils seront tout ce qu'ils veulent. OK? Mais alors, j'aimerais qu'ils m'expliquent d'où leur vient leur proximité des Européens. Puisqu'il est démontré deux choses. J'adhère à une thèse qui n'est pas la mienne, mais qui va m'aider. Parce que je vais juste montrer qu'il y a une contradiction mathématique. Oui. On nous dit que comme l'homme moderne sort d'Afrique, il rencontre des violeurs à la frontière. Donc en Israël, là, il y a plein de violeurs qui attendent les femmes sapiens. Les violeurs, là, s'appellent les néandertaliens. Ils violent les femmes sapiens et certaines rentrent avec des grossesses. Et alors que ce sont des espèces différentes, on nous dit que ces espèces ont quand même eu des hybrides. Écoutez, hein.
Je vous dis que c'est un discours que je partage, mais là, je fais une raison mathématique. Je prends ces éléments-là pour montrer qu'il y a une contradiction. Et c'est ces hybrides-là qui font que, quand on va en Europe, on a de 3 à 4% de gènes néandertaliens qui sont restés dans leur stock génétique. Mais l'Afrique, ceux qui sont restés en Afrique, on n'a jamais subi le viol là, eux, c'est 0%. Bon, il y en a qui ont vu qu'il fallait nuancer. Mais pour l'instant, restons là-dessus. OK? Très bien. Dans ce cas-là, ils vont te dire, toujours dans cette lancée, je sais ce qu'il y a derrière. Ce sont des thèses racistes. Hein. Mais moi, je vais faire une démonstration mathématique pour les coincer. Donc, je reste dans cette thèse-là. Moi, je sais qu'ils sont stipendiés. Et ça ne m'étonnerait pas d'apprendre un jour que Soros a donné de l'argent à Svante Paabo pour faire ses recherches. Ça ne m'étonnerait pas. Un jour, on le saura. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que la couleur blanche, par exemple, leur vient des Néandertaliens. Ils ont hérité ça. Et d'autres choses qui les ont permis de s'adapter en Europe. Ils ont hérité les Néandertaliens. T'as compris, Steve? Oui, je comprends. Les Maghrébins, ils sont autochtones d'Afrique ou pas? S'ils sont autochtones d'Afrique, ils n'ont jamais rencontré les Néandertaliens, puisque c'est des populations qui vivent en dehors de l'Afrique. Cette espèce est hors de l'Afrique, en Asie, en Europe, mais pas en Afrique. Donc, si les Nord-Africains sont des Africains comme nous autres, ils n'ont pas subi ce viol. D'où leur vient la couleur blanche, puisque la couleur blanche est héritée du viol des Néandertaliens. Première contradiction. Donc, ce ne sont pas des autochtones d'Afrique, vu de ce point de vue-là. Ou alors, si c'est autochtones d'Afrique, leur couleur ne vient pas de ce procédé. Est-ce qu'on me suit? On vous te suit. Parce que la question n'est pas l'existence du blanc. Entendons bien. Les blancs existent parmi les noirs, parmi nous, là. Nous, King il peut faire un blanc avec sa femme qui est noire comme lui. Donc c'est pas ça. Le blanc existe chez les noirs. Le blanc est c'est un nègre dépigmenté. Et je ne parle pas d'albinisme là. L'albinisme n'a rien à voir là. Je dis que le blanc existe. En tout cas, c'est pas dépigmenté au sens, mais c'est un nègre qui n'a pas la même pigmentation que le commun des noirs. Oui. Parce qu'il y a plusieurs mélanines. La mélanine courante qui fait le noir africain typique n'est pas la même que celle d'un blanc, et même d'un indien de l'Inde. Ok? Voilà. Donc, il faut savoir que les Africains, eux-mêmes, fabriquent des blancs. On a eu un cas dans les années 2000 où un couple nigérian a fait un enfant blanc. Et on a bien vu que la femme n'a pas trompé son mari. Génétiquement, c'est bien le papa. D'accord? Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ces cas sont multiples. Moi, je pourrais même citer le cas de ma fille, mais on me dirait que sa maman est blanche. Oui, mais elle est quand même blanche, ma fille. Elle devrait au moins être moitié-moitié, mais ce n'est même pas le cas. Donc, puisque le cas se fait déjà entre noirs, donc vous n'êtes même pas étonné si ça arrive entre un noir et une blanche. Voilà, ou un blanc et une noire. Voilà. Moi, dans mon enfance, même à la statistique, je connaissais deux enfants d'une femme noire qui était blanc. Parce que, bien sûr, elle sortait avec des blancs. Mais bon, je lui dis que même entre noirs, on fabrique des blancs. Entre noirs. Mais écoute bien, Steve, c'est un blanc. C'est une fois, mais c'est différent d'une population blanche. Parce qu'une population blanche, c'est beaucoup d'individus qui se reproduisent à l'identique. Or, les populations blanches, écoute bien, tu as entendu tout à l'heure ce que j'ai dit pour la seconde contradiction. Il est prouvé que les populations blanches n'existent pas avant 8000 ans. C'est-à-dire 6000 avant Jésus-Christ, il n'y a pas de population blanche. Donc déjà, eux ne peuvent même pas être à l'origine de la civilisation égyptienne. Ils ne peuvent même pas parler de blanc là-bas. Parce qu'il est prouvé qu'il n'y a pas de blanc. C'est prouvé scientifiquement. Avant 8000 ans. Et que le blanc n'est même pas né en Europe. Le blanc est un envahisseur. C'est-à-dire qu'il entre en Europe comme blanc et il trouve des populations noires sur place, y compris en Angleterre. Et quand les blancs entrent, ce n'est pas l'Europe du Nord. Et donc, ça veut dire que pendant longtemps, encore 2000 ans, les populations d'Europe du Sud ne sont pas encore affectées. Voilà pourquoi les uns sont blancs et ceux du Sud ne le sont pas. Sauf mariage. Il faut monter même jusqu'à l'époque des Vikings. Ok? Ça, c'est Nombatou, je cite. Alors, dans ce cas-là, d'où viendrait même si j'élimine le fait que les Maghrébins soient issus du viol, vous avez vu que le problème, ils ne peuvent pas construire une population blanche. Il faudrait que parmi eux, il y ait beaucoup de noirs. Donc, on ne peut pas être majoritaire. Puisque les noirs donnent des blancs, mais un blanc de temps en temps. Mais pas en tant que population. Deuxième chose, comme les populations blanches n'existent que depuis 8000 ans, il ne peut pas avoir de blanc en Afrique avant 8000 ans. Parce qu'il faut que le blanc existe d'abord. Or, il apparaît dans le Caucase, à la lisière de l'Europe et de l'Asie. Donc, il ne peut pas avoir de blanc en Afrique. Moralité, même là, les populations blanches berbères ne sont pas originaires d'Afrique. Maintenant, qui sont-ils? Ce sont des descendants d'esclaves pour la plupart. Ouais. C'est eux les vrais descendants d'esclaves. Parce que d'ailleurs, c'est une des causes de la conquête de l'Algérie par la France. Parce que ces berbères continuaient à pratiquer la piraterie
jusqu'au XIIe siècle. Ils allaient en Europe, ils attrapaient les gens, ramenaient chez eux, en esclavage. La preuve, Caius Essebsi, président de Tunisie, qui est mort il n'y a pas longtemps, lorsqu'on a donné son ascendant, on a parlé de son grand-père qui était d'origine esclave. Il venait de Sardaigne, on a bien dit esclave, et qui est devenu finalement bon musulman. Et donc le beurre lui a fait monter en grade. Mais c'était un Européen. Et c'est le cas de beaucoup de ces gens-là. Tous ceux qui sont blancs, 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 qui n'ont pas une goutte de sang noir en eux, sont des descendants d'esclaves, sont des blancs. À Venise, dans beaucoup de villes d'Italie, là, ok, c'était des villes commerçantes qui ont pratiqué l'esclavage des blancs. Et c'est pour ça qu'il y a un peu des populations qu'on appelle des populations slaves. Parce que c'est surtout eux qu'on vendait. Des blancs vendaient des blancs à des arabes. C'est depuis les arabes noirs, là. C'est les arabes qui ont déjà fait l'usurpation d'identité. Ceux-là qu'on appelle désormais arabes. Et qui, eux, sont des esclavagistes par essence, puisque pour faire cette usurpation d'identité, ils ont dû d'abord réduire en esclavage les noirs qui, eux, sont autochtones d'Arabie. Donc, la tradition esclavagiste existe déjà chez eux. D'accord? Les Romains, même, n'ont jamais fait. Les Romains prenaient n'importe qui comme esclave. Dès qu'ils faisaient une conquête, regardez, c'était pas lié à la couleur. L'histoire de la couleur vient de l'Arabie, de ces usurpateurs d'identité qu'on appelle aujourd'hui, quand ils sont bien blancs, arabes. Un vrai arabe ne peut pas se soustraire à la race noire. Un vrai arabe qui est conscient de son identité, si vraiment c'est vrai, c'est un arabe. Il ne peut pas. S'il le fait, c'est soit il n'est pas... Non, dans sa famille, on le fera remarquer. Tous les racismes en Afrique du Nord viennent du fait qu'il est pratiqué par des descendants d'esclaves, qui maintenant impliquent l'esclavage, et qui sont stipendiés, parce que n'oublie pas, c'est long à expliquer ça, tout ça, Steve, parce qu'il y a eu l'éducation des morts. Oui. Ça aussi, c'est un deuxième terreau des talmudistes. L'occupation Ce sont des berbères, justement, qui occupent pour les premiers, vont en Espagne. En une journée, ils avaient déjà pied à terre en Espagne. Ça s'est fait en une journée. Mais ils ne pouvaient pas rester là-bas. Ils ne pouvaient pas. Par exemple, l'Espagne, c'est un pays, et puis il y a toute l'Europe derrière. Ils avaient besoin du soutien de l'Empire du Ghana. C'est un empire de Noirs. Et voilà pourquoi la deuxième vague, c'est des Noirs. Et voilà pourquoi désormais en Europe, quand on dit mort, dans le mot mort vient de là, on parle des Noirs. Donc les mêmes qui comme là, par exemple, tu parles de Hamo, il dit qu'il est affaire. Tu verras d'autres Noirs qui disent qu'ils sont... Affaire. Non, qui sont morts. Ok? Le mot mort en Europe veut dire noir. Et tous ceux qui ont des noms morts, mort, M-O-H-R en anglais, en Angleterre, mort, M-A-U-R, Moré, Mavré, Moreno, tout ça sont des descendants de Noirs. En Europe, encore aujourd'hui. Donc tu dois savoir, même en Italie, tu vas trouver des esclaves blancs. Je vais donner un exemple. En Sicile, ils ont des noms comme... c'est des noms comme... c'est pas compliqué. Je vais donner un mot qui permet de retrouver ça après. Quand le nom va venir, je le dirai. C'est un nom qui désigne une hache particulière. Cette hache, c'est la hache des Vikings. Et tous ceux qui portent ce nom-là sont des descendants d'esclaves. En Italie, encore aujourd'hui, ils sont blancs. En Italie, c'est des descendants d'esclaves. Ils le savent eux-mêmes. Puisque, moi je le sais comment, parce que j'ai parlé avec ceux-là. Le fait que les Noirs soient des autochtones dans le monde entier se voit. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où il n'y a pas de Noirs? En Europe même, il y a des Noirs, vous savez, autochtones. Souvent on dit descendants d'esclaves. C'est faux. Ce sont les Blancs qui sont descendants d'esclaves. Ici en Afrique, là pour la plupart, je viens de vous le dire. Mais quand tu vas en Europe, tu vois les Noirs. Non, ils ne sont pas descendants d'esclaves. D'abord, parce que l'esclavage des Noirs était interdit, par exemple, en France. Donc s'il y avait des esclaves noirs, il n'y en avait pas beaucoup. Dans les colonies, oui, mais en France, sur le territoire français, c'était interdit. Quand un noir mettait les pieds, il était forcément libre. Ce sont leurs propres lois. Je vais donner des pays, parce que je suis témoin oculaire, où je sais qu'il y a des noirs autochtones encore aujourd'hui en Europe. Et ne vous étonnez pas si c'est là-bas qu'il y a eu la première guerre montée par les Soros, au niveau qu'on appelle ça la révolution de couleur, la Yougoslavie. C'est un pays où les noirs sont autochtones. La Yougoslavie. En Russie aussi, il y a des noirs autochtones. Je ne plaisante pas. J'ai connu un élève qui s'appelait Ristik, il était noir yougoslave. C'est lui qui le premier m'a dit, nous avons nos villages chez nous. Ristik. Parce que je lui ai dit, mais toi tu es noir, tu as pris ici comment? Il m'a expliqué. Je lui ai dit, mais il m'a dit que ses parents lui disent qu'ils viennent d'Égypte. Ristik était noir. Je l'ai comme élève dans ma classe. Peut-être je peux chuter, non? Oh, vous pouvez chuter. Merci. Il faut qu'ils parlent aussi. Oh, ils doivent parler. Déjà que on est déjà à 15h moins, messieurs. Hein, le temps passe très vite. Docteur Bénéchris Kézé, vous avez suivi d'ailleurs le docteur Jean-Paul Mbelek. Finalement, on a l'impression aujourd'hui que quand les Européens sont arrivés sur le continent africain, ils ont voulu démontrer par A plus B que ce n'était pas un mot noble à faire et que parler de l'Afrique, c'était comme si c'était des sous-hommes.
Je suis vraiment très, très content de la thématique. Là, on a vraiment beaucoup appris ce matin, hein, cet après-midi. Ce sont des sujets très, très rares. Oui. Et Steve, je vais donner comme référence l'un de mes propres ouvrages, publié en 2015 à 10 livres. Vous pouvez taper Révolution messianique au Congo, l'âge universel, la troisième voie, et 10 livres, vous allez retrouver mon livre. Et à l'intérieur, j'ai fait une recherche poussée sur les noms de l'Afrique. Je ne dis pas avoir été le premier à les démontrer, mais je dis que moi j'ai fait une recherche autonome, où j'ai démontré que le nom Afrique n'est pas africain. Ces mots n'existent dans aucune langue africaine. J'ai fait des recherches. Donc, il y a déjà une grande lacune là-dessus, parce qu'il faut le dire. Lorsque vous nommez tout un peuple par un nom qui ne vient pas des langues maternelles, ça veut dire qu'il y a une volonté délibérée de déprogrammer l'avenir hégémonique de ces peuples. Oui. C'est cela le but de ces noms. Deuxièmement, quand on dit Afrique, lisez, je vous recommande le livre du professeur Otto Dapper. Il n'en existe que 3 exemplaires dans le monde. Et ces gens-là ne veulent pas que les Africains lisent ces livres-là. Moi, j'ai eu l'occasion de les lire en Israël. Ce livre démontre clairement qu'avant 1885, l'Afrique ne s'appelait pas Afrique. L'Afrique était désignée par Éthiopias, Kemet. Et je suis même allé dans la Bible. J'ai démontré par A plus B que même les rois David qui existaient savaient que l'Égypte était nègre. Parce qu'il y a des psaumes où le roi appelle Égypte le pays de Cam. C'est littéralement écrit jusqu'aujourd'hui. Je pense que vous fouillez les psaumes là, je donnerai il y en a plus de 7 psaumes où le roi David ou Salomon ou les psalmistes appellent l'Égypte le pays de Cam. Oui. Et le pays de Cam, Kamet, qui veut dire pays noir. Comme le démontrait encore ici le docteur Jean-Paul Bellec. Oui. Maintenant, le mot Afrique, selon mes recherches, viendrait exactement du latin, mais emprunté de berbère. Et ça, c'est une évidence. Et le mot Afrique, Ifriqiya, ou Afren, ne désigne pas tout ce qu'on a dit, mais ça désigne quelque chose qu'on vend. Et même, vous partez aujourd'hui, par exemple, au Maroc, ils continuent d'appeler les Africains Asia, esclaves. Le mot Afrique, Ifriqiya, quelque chose dont l'essence est de nous rapporter l'argent. C'est cela, Ifriqiya. C'est commerçant, ça veut dire littéralement esclave. Littéralement. Et qui a dénommé ce continent Afrique? Ce n'est pas les Arabes. Ce sont les géopoliticiens occidentaux, pendant la conférence de Berlin, qui ont décidé que tous ces vastes territoires s'appelleraient Afrique. C'est-à-dire quelque chose qui va valoriser, qui va nous valoriser. Et voilà pourquoi l'Occident... Qui va les valoriser, Qui va le valoriser et pas nous. Voilà. Eux, les Occidentaux. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique ne continue que d'enrichir l'Occident. Parce que c'est fait une déprogrammation géopolitique, les noms Afrique. Déjà, c'est très grave que ces noms ne puissent appartenir à aucune langue, ne viennent pas de nos langues. Et comme le docteur Mbelek l'a dit tout à l'heure, moi je peux vous démontrer littéralement que le latin même, en réalité, est une adaptation de plusieurs langues africaines. Par exemple, quand vous parlez le mot langue, du latin dingwa. Dingwa vient du Congo, chez moi, ndinga. Nous avons encore un quartier qu'on appelle Lingwala. Lingua, langue. Parce que là-bas, il y avait des gens qui parlaient. Et ce n'est pas par hasard qu'ils y ont mis dans ces quartiers-là la RTNC. La voix du Zaïre à l'époque. La chaîne nationale où on parle des choses du pays. Lingua, Lingwala, Dinga, Ndinga. Donc c'est ce qu'on appelle la mutation linguistique. Ces gens-là ne nomment pas les choses pour rien. Or, dans nos traditions africaines, vous savez qu'une langue, c'est l'identité d'une personne. Quand vous appelez votre enfant chien, rassurez-vous qu'il produira les habitudes des chiens. Moi, mon nom, dans mon patois, c'est Kieze Kilungidi, ça veut dire l'accomplissement de la joie. Donc, je suis né pour accomplir la joie en Afrique. Et ça me suit. Tu comprends ce que tu as dit? Le nom est une identité. Et c'est inacceptable que tout un peuple, le Kaman, le Kamet, nous puissions être identifiés ou surnommés par un peuple qui est le bourreau en réalité, le pilleur de l'Afrique, les destructeurs de l'Afrique. Donc c'est un nom qu'on ne peut pas accepter en temps normal. Si nous sommes vraiment conscients de notre identité kamétique, nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que quand on nous appelle des Africains,
il désigne un peuple d'esclaves vendus, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas les droits à l'autodétermination, à l'autogouvernement et à l'autofinancement. Alors que nous avons les atouts historiques, géographiques, en tout, pour pouvoir être puissants. C'est une guerre hégémonique qui est à la base de la nomenclature qu'on nous a collée au dos, qui est Afrique. Peu importe les racines qu'on peut accoler à ces mots n'est pas africain. Ça n'existe dans aucune langue africaine. Ce mot a été, pour la première fois, collé à l'Afrique, à la conférence de Berlin, dans les coulisses de la conférence de Berlin. On a imposé ces noms à l'Afrique pour que nous puissions dépendre d'eux éternellement. Et je pense que vous le voyez aujourd'hui encore. La politique de la main tendue, qui les crée? C'est l'Occident. Les chefs d'État, les valets locaux, qui les créent? Les Occidentaux. Des pays riches en minéraux, mais on vous dit que vous êtes des pays pauvres, très endettés. Vous l'acceptez. Et qui accepte? Ce sont ces diplômés, ces chefs d'État qui sont là, qui ont été dans les universités, qui font que l'Afrique ne puisse pas évoluer. Ce sont ces valets locaux. Ces évolués, ces enfants qu'on appelle les esclaves de maison, qui sont là pour répercuter l'idéologie du maître. Donc, il y a cela dans les mots, l'identité d'un peuple. Africa, Africa, ou Afren, ou ceci, déjà, ne sort d'aucune langue africaine. Donc, ça ne nous appartient pas. Nous-mêmes, nous nous appelons les Kamétiques. Nous sommes les Kama. Donc, si demain, on veut faire une vraie révolution culturelle, je pense que cela commencera par les changements de nom, parce que les noms portent une identité. Et quand on dit Kamet, pays noir, quand vous poussez bien les études, très loin encore, vous allez voir que noir, c'est le résultat du soleil sur la peau. Donc, en réalité, même Kamet, quand vous poussez très loin, vous allez voir qu'on dit c'est le peuple d'origine solaire. Comment se fait-il que la pyramide, qui est une invention de la culture solaire, est attribuée à un peuple de culture lunaire? Ces peuples ne proviennent pas de l'Afrique. Ils sont étrangers sur l'Afrique. Les Berbères, les Maghrébins, ils sont étrangers. Comment se fait-il que on vous prend les Égyptiens, qui sont aujourd'hui là, on impose à un site stratégique où il y a la civilisation, la première civilisation du monde, qui est l'Égypte. Moi j'appelle ça la civilisation ramique, qui a créé l'égyptologie, qui a créé l'Égypte, la toute première puissance. Ils ont mis des peuples de culture lunaire, parce que quand vous lisez les cultures, la symbolique majeure c'est la lune. Et la pyramide, issue de la culture solaire, ne peut appartenir qu'au peuple qui se revendique du soleil, dont l'identité propre fait référence au soleil, en l'occurrence Kemet. Donc c'est une usurpation et en même temps une révision historique qu'il faut dénoncer aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait partout sur la Terre. Une déprogrammation géostratégique en vue d'étendre les tentacules de leur domination sur l'ensemble de la planète. Par les mensonges, les pillages, la barbarie. C'est ça l'occidentalisme. Et donc, il faut aujourd'hui que nous comprenions qu'en réalité, quand eux, ils parlent des Africains, voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'ils montrent de l'Afrique? Docteur Mbelek, toi tu étais en France comme moi. Quand ils parlent de l'Afrique, qu'est-ce qu'ils montrent à l'Afrique? La misère, la pauvreté, la paupérisation. Mais gars, en Afrique, il y a plus de belles choses que nulle part ailleurs. La vie est belle en Afrique qu'en Europe. Nous mangeons bien, nous vivons, nous avons une nature si noble. Mais pourquoi ils ne reflètent que cette image-là? C'est parce que leur programme, je ne vais pas citer des grands noms qui démontrent clairement, même les Victor Hugo, c'est qu'ils ont décidé pour l'Afrique. Je ne veux pas citer, je ne veux pas rentrer dans l'état, peut-être dans le lieu. Mais c'est le nom Afrique est une déprogrammation. Dans le monde mission, on parle de mantra. C'est une déprogrammation géopolitique, en même temps spirituelle de l'homme noir, pour qu'il reste à l'état d'éternel second, qui n'aura jamais la possibilité de s'affranchir tant qu'il ne comprendra pas le piège qui est derrière ces noms. Pendant ce temps, Charlie Kenyon reste, on demeure justement sur le sujet qui nous intéresse cet après-midi, Afrique et l'influence. Ce nom emprunté, soi-disant de l'arabe Ifriqiya, peut-il exercer sur le continent noir? N'est-il pas de bon ton aujourd'hui, Charlie Kenyon, qu'on remette justement l'histoire dans l'ordre maintenant que les Africains sont debout? Ils veulent connaître justement leur origine, d'où ils viennent, d'où justement ils vont aller. Oui, vous savez, je pense que ça sera pour moi l'un de mes meilleurs plateaux sur la télévision JBS.
j'ai grandement appris des interventions. Nous tous, ce matin, cet après-midi, on apprend Dr Jean-Paul Bellec nous a déroulé une connaissance extraordinaire. J'ai été témoin d'un cours magistral qui m'amène aujourd'hui et qui m'oblige aujourd'hui à comprendre beaucoup de choses, au-delà de mes propres recherches à moi que j'ai eu à faire sur cette thématique et même en dehors de cette thématique-ci. Mais il faut comprendre quelque chose. Et je pense qu'ils l'ont déjà si bien dit. C'est-à-dire que nous sommes là... On pourrait rentrer finalement à la maison dans le cadre d'une... Nous sommes là dans le cadre d'une programmation vraiment hégémonique où on va amener un peuple à se dévaloriser soi-même. C'est de ça dont il est question. Je tiens à vous rappeler, et je pense qu'ils l'ont si bien dit, prenez toutes les cultures, prenez tous les pays au monde. Quand j'ai entendu le docteur Bellec parler, par exemple, d'un pays comme la Yougoslavie, où on vous dit qu'il y a des Noirs là-bas qui sont autochtones. Prenez un pays comme la Chine. En Chine, vous avez les Ouïghours. Les Ouïghours, ce sont des Noirs. C'est eux les autochtones. C'est eux qui étaient là-bas bien avant les autres. Mais ce sont des Noirs. Vous allez prendre un pays, par exemple, comme le Japon. Beaucoup ne savent pas. L'un des plus grands samouraïs japonais, c'est un Noir. Il s'appelait Samouraï Yoke. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, on a cette histoire, de notre histoire, qui justement montre que nous avons dominé le monde sur tous ces angles. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de ça, ceux-mêmes qui ont la charge de pouvoir justement nous amener vers cette connaissance de notre histoire, est-ce qu'ils nous conduisent à même, ou alors est-ce qu'ils font à même, est-ce que nous puissions connaître ces faits-là? Je ne pense pas. Je pense que lors de l'Assemblée générale de l'Union africaine, je crois de 1975, où on a parlé d'une certaine renaissance africaine, avec comme langue commune le Swahili, on nous parlait de Oupia, c'est-à-dire que la renaissance africaine, il y avait des thématiques comme celle-là qui justement avaient été mises sur la table pour justement amener le peuple africain à pouvoir se revaloriser, se remettre en cause. Mais aujourd'hui, je ne sais pas où on en est, mais ça montre à suffit qu'il y a beaucoup de choses qui nous concernent en soi, dont nous ne sommes pas au courant. Et c'est très triste parce que, on l'a si bien dit, quand vous prenez par exemple toutes ces cultures importées, prenons le cas même de la culture arabo-musulmane, qui aujourd'hui on voudrait faire savoir que notre nom proviendrait de là. Il y a un contentieux très énorme qu'il faut déjà décaler de cette culture-là. Beaucoup ne savent pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui on pense que la traite négrière était l'une des pires calamités de l'histoire africaine, c'est qu'on oublie ce que la traite arabo-musulmane a fait à l'Afrique. C'est-à-dire que c'est pratiquement 3 fois ou alors le 3 fois le razzia, oui. C'est-à-dire que on vous parle de un peu plus de 6 siècles d'esclavage. Et là-bas 12 siècles. Voilà. C'est de là qu'émergent les Swahili. 12 siècles. Sans compter que le croisement des langues arabes et les langues africaines. Et d'abord, on vous dit que contrairement à la traite négrière où c'était beaucoup plus les hommes qui étaient exportés de l'autre côté, là-bas c'était beaucoup plus les femmes. C'est-à-dire que c'était 2 femmes pour un homme parce qu'elles servaient d'esclaves sexuels. Mais contrairement à la traite négrière où les enfants des femmes avec les colons blancs avaient le droit à la vie, dans la traite arabo-musulmane, ces enfants étaient éliminés. C'est-à-dire que dès qu'on découvre que tu es enceinte, on doit éliminer tout. Parce qu'ils craignaient justement que ces gens-là puissent se multiplier et ces femmes-là servaient d'esclaves sexuels. Donc, vous voyez que c'est des trucs tellement importants qu'il faut aujourd'hui qu'on mette sur la table pour pouvoir comprendre. Ce qu'on nous fait savoir comme étant des propriétaires aujourd'hui, même dans le Maghreb, avec le Maroc, l'Égypte et tout ça. Si vous prenez le cas du Maroc, les autochtones là-bas, ce sont les Sahraouis. Mais aujourd'hui, on les refuse même une indépendance, comme quoi c'est un peuple venu d'ailleurs, alors qu'en réalité, c'est eux les autorités, c'est eux les autochtones de ces pays-là. Donc, l'Afrique a une histoire vraiment très forte et très riche qu'il faut enseigner. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu la chair de poule, parce qu'aujourd'hui j'ai compris beaucoup de choses à travers l'histoire de mon pays, de par les interventions de mes 2 copanélistes, qui montrent à suffit que le débat aujourd'hui se trouve là-bas. Est-ce que nous avons connaissance de notre histoire? Auquel cas, est-ce que ceux donc qui ont la charge de nous enseigner cette histoire-là le font à merveille? Alors s'ils ne le font pas, pourquoi? Peut-être ça rejoindrait dans la logique de Dr Benichris qui fait comprendre qu'en réalité ce sont des valeurs locaux qui sont là juste pour perpétrer l'histoire de l'homme blanc. Parce qu'on est fiers aujourd'hui de nous vanter des valeurs comme la Rose-Croix, on est fiers aujourd'hui de nous vanter des valeurs comme la franc-maçonnerie, mais on refuse de nous dire à merveille que la culture kémite, le peuple kémite, avec une religion, avec une histoire, avec une certaine tradition qu'il faut aujourd'hui montrer aux Africains que c'est de là que sortent toutes les autres cultures et toutes les autres traditions du monde. Non, moi je dis et je continue de dire, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de sensibilisation. Si aujourd'hui l'homme politique, puisque c'est d'eux que viennent les initiatives, ne peuvent pas le faire, on ne peut que compter sur des médias comme celui-ci, à travers des panélistes comme ceux que nous avons autour de cette table pour pouvoir nous enseigner cette histoire-là. Et pour une fois, je dis merci d'avoir assisté à une pareille émission. D'avoir assisté à un cours magistral, il faut également le dire, cet après-midi.
Patient Parfum d'Homme, on le sait déjà, parce qu'avec les explications du docteur Jean-Paul Mbelek de Bénicris, que l'Afrique, et surtout les Noirs africains, étaient justement, il faut le dire, une race très noble, qui savait ce qu'elle voulait, qui savait d'où elle venait. Elle a d'ailleurs conquis, on va le dire comme ça, le monde, mais on veut nous faire croire le contraire. Ça fait partie des oppositions de peuples. Ça fait partie aussi de l'histoire des peuples qui ont eu à un moment donné la possibilité de dominer d'autres peuples. Ils ont eu tendance à leur imposer leur culture, leur histoire, mais surtout de réécrire l'histoire de telle manière que cette réécriture de l'histoire ne puisse que leur être profitable. Bon, on dit que l'histoire a toujours été écrite par les peuples vainqueurs, oui. Ça va de soi. Cette thématique, elle est extrêmement, comment j'allais dire, délicate. Elle est délicate d'autant plus que nous parlons des humains. Nous parlons à des frères avec qui nous proposons de construire un destin commun pour demain. Et si tout cela n'est pas enrobé par une approche pédagogique, de nature à ne pas nous prendre, ou bien de nous faire dire, ou bien de donner l'impression que nous sommes en fait des racistes, nous sommes en fait des gens qui rejettent l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur de la peau que nous, ça fausse complètement le débat. On n'est pas là pour ça cet après-midi, hein, Patient Parfum d'Homme. Il faut planter d'abord ces prérequis avant d'aborder le débat. Oui. Parce que si tu ne plantes pas ces prérequis, qui sont tellement importants du point de vue de la perception de l'autre, nous tous, on n'a pas le même niveau de compréhension. C'est un sujet qui est délicat, vous savez pourquoi? Parce que pour beaucoup, même pour beaucoup d'Africains, c'est comme un acquis. Remettre par exemple en question le fait qu'on ne s'appelle pas Afrique, pour eux, ils disent, bon, sur le plateau aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens, peut-être des illuminés, qui nous parlent des choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc, il faut faire très attention, il faut aborder ce sujet avec beaucoup de tact. Tout à l'heure, je pleurais Doukaya. Je regrette que mon camarade, le docteur Babon, ne soit pas à nos côtés, parce qu'il est un peu loin. Peut-être qu'il faut inviter Mbok-Basson pour des sujets comme celui-ci. Donc, j'étais dans mon temps de dire, il faut une approche pédagogique qui fait l'analyse concrète de la situation concrète de notre environnement, de notre culture, de la culture dominante actuelle, choisir l'angle d'attaque qu'on va utiliser pour commencer à déconstruire certains mythes, en réalité, qui ne sont pas de l'ordre de la vérité, mais de l'ordre de ce que Béry Christ a tout à l'heure dit, poser un paradigme qui a pour fonction, oui, en réalité, de vous maintenir au rang de sous-être, on peut le dire comme ça. Mais une chose à dire dans ce que, par exemple, Dr Mbelek a dit tout à l'heure, est vrai, c'est que quand vous regardez les familles régentes, même au niveau seulement du Maghreb, n'allons pas loin, prenons seulement le Maghreb, presque tous, ils ont un ascendant noir, femme ou homme. Mohamed VI, sa grand-mère était noire. Muammar Kadhafi, sa grand-mère était noire. Je m'arrête là, mais on peut continuer à développer. On peut continuer à développer. À une certaine époque, à l'aube de nos indépendances, les élites politiques du Maghreb avaient conscience que pour la plupart, leur avenir dépendait de l'avenir de l'Afrique du Sud du Sahara. C'est pour cela que dans cette zone-là, on avait des hommes politiques et des partis qui ont fait de soutien aux organisations politiques qui luttaient pour l'indépendance au niveau de l'Afrique du Sud du Sahara, leur cheval de bataille. L'Istiglad au Maroc, le FLN en Algérie, le Nord-Destour en Tunisie, même le parti qui était dirigé par Nasser, ces gens-là ont apporté une caution et un soutien énorme pour la libération de notre continent. Vous savez que le grand Kwame Nkrumah lui-même, sa femme était égyptienne, c'est tout dit. Ouais. Donc, je veux donc qu'on pose cette approche pédagogique-là pour qu'on comprenne très bien où est-ce qu'on veut aller. Parce que si on ne pose pas cette approche pédagogique, pour qu'on ne comprenne pas où est-ce qu'on veut aller, on va retenir les clichés actuels. Des Noirs vendus comme des esclaves en Libye, des Noirs torturés au Maghreb,
des Noirs ravalés au rang de la bête dans le Moyen-Orient. Où on voit ce que subissent nos filles, ce que subissent certains Noirs qui sont allés comment dire vulgairement, se chercher au Koweït. Le traitement qui leur est réservé au Qatar. C'est pas possible, c'est tout simplement inacceptable. Tout à l'heure, on a parlé de la Yougoslavie. Oui, mais la Serbie actuelle. Vous savez, l'un des pays au monde, il y a eu une manifestation incroyable, monstrueuse, pour protester contre l'assassinat de Lumumba. Ce fut justement en Yougoslavie. Ça paraît anodin, mais il y a une signification. Au-delà comment dire ça, du fait qu'ils avaient des approches idéologiques un peu plus concordantes, non. Ça veut dire que les gens, là, dans ce qui s'est passé avec l'assassinat de Lumumba, ils ont dit que voilà, ils sont en train de reproduire à nos frères ce qu'ils nous reproduisent aujourd'hui. C'est pour ça que dans le monde, soi-disant occidental, l'un des peuples mal aimés, c'est le peuple serbe. Il ne faut jamais l'oublier. C'est le peuple serbe. Bon, c'est pour ça qu'on disait à un moment donné que la CP est réservée pour la Serbie et l'Afrique. Bon, donc je pense que ces questions-là, il faut les aborder avec beaucoup de tact pour que tout le monde comprenne très bien où est-ce qu'on veut aller, mais aussi avec des données qui font l'analyse de matériaux humains que nous avons sur le plan culturel aujourd'hui. Posez-vous la question. Ou bien on dit, commençons d'abord à enlever la paille dans notre œil, et puis on va voir gros après. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui, je vois certains sécessionnistes, ils disent que si ils reprennent leur indépendance, ils vont rebaptiser Limbe, Victoria. Mais ça a devenu fou. Mais ils le disent ouvertement. Ils disent que l'un des objectifs qu'ils ont... Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire aussi. Non, c'est pour vous dire... Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. C'est pour dire le niveau... Nous sommes là justement pour déconstruire cela. Oui. N'est-ce pas? Oui. Sur le plan culturel qui est le nôtre. Il faut d'abord avoir ça. Il faut avoir ce niveau avant de commencer maintenant à déclencher le processus de... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu ne le fais pas, tu vas avoir... Bon, alors... Le Burkina Faso... Avant, il s'appelait comment? La Haute-Volta. La Haute-Volta. Sankara arrivé avec ses copains, là, dit cette affaire-là. Ça ne veut rien dire. Allez, on biffe. Pareil pour le Ghana. Le Burkina Faso. Le Ghana, c'était la Gold Coast. La Côte d'Or. Ils ont pris une décision. Ils ont dit à partir d'aujourd'hui, l'affaire de Gold Coast, là, on n'avait plus. On est devenu le Ghana en se souvenance du grand empire du Ghana qui a fait, n'est-ce pas? Les beaux jours. Les beaux jours. Et puis la dignité africaine. Mais quand on parle de Cameroun, je ne veux pas rigoler. Mais vous savez, l'arrivée des crevettes. Ah, ça va poser un problème. Ça va poser un gros problème. Allez au Brésil. Dites que vous êtes Camerounais. Quoi? La crevette. La crevette. Oh, bonjour, monsieur la crevette. C'est pas comme... Pour vous, c'est rien. Non, mais c'est un sujet que nous mettrons sur la table dans les jours qui viennent. Bizarre dans l'oreille que... Comment un type est fier de s'appeler crevette? Monsieur Crevette, bonjour, vous avez bien dormi, monsieur Crevette? C'est incroyable. Alors, c'est pour cela que les nationalistes, autant de Oumyobé, ont commencé à dire, cette affaire-là, il faut qu'on règle ça, mais on va régler ça par palier. Ils ont dit que leur Cameroun va s'écrire avec K. Pour ne plus faire référence à la crevette. Mais aussi pour dire qu'il y avait une unicité culturelle et même territoriale dans le Cameroun que les Allemands ont laissé. Avant, c'est le Cameroun avec quand nous donne la posture ne plus dire francophone, anglophone, on règle le problème. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Mais ils avaient l'ambition d'aller au-delà. C'était le premier pas. C'est pour ça que je parle de pédagogie. Il faut toujours aller un pas, deux pas, trois pas avant de clarifier totalement. Mais même le Gabon. Même le mot Gabon, là, ce n'est pas un mot des autochtones. Ils sont très nombreux, les pays africains. Avant, ils s'appelaient comment? La Rhodésie. La Rhodésie. Il faut fallu que Mugabe vienne dire que il faut la connerie là. Nous sommes les Zimbabwéens. Ok? Donc, commençons d'abord par déconstruire ces fardeaux que nous portons et qui font qu'ailleurs, quand on passe, tu dis que tu es Camerounais, les gens rigolent. Mais allez, posez la question autour de vous. Vraiment, faites une petite enquête. Dites, est-ce que c'est possible qu'on change de nom Cameroun? Vous allez voir des réticences incroyables, même de la part des prétendus intellectuels, qui vont vous dire que non, on est des Camerounais, il ne faut pas qu'on change le nom Cameroun, parce que j'ai dit, c'est ça les batailles que nous avons menées. Et quand vous voyez donc, vous êtes encore au sous-sol, avant d'atteindre le sommet de la gratte-ciel pour le Nord-Afrique, avec les conséquences que cela doit avoir, il faut qu'on multiplie, au lieu de faire un débat comme ça, mais qu'on fasse venir Jean-Paul Mbelek ou bien le docteur Mbok-Basson en interview et qui nous parle de l'origine du Nord-Afrique. Vous voyez? Qui nous parle des conséquences, qui nous parle de toutes ces choses-là. Jusqu'aujourd'hui en Tunisie,
jusqu'aujourd'hui en Tunisie, on continue de confondre le nom esclave à noir. Jusqu'aujourd'hui. Asia, c'est des esclaves. Au Maroc, on dit Asie. C'est trop grave. C'est trop grave. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a quelque chose qui s'est déconstruit. Il y a une solidarité qui s'est déconstruite. Il y a une vérité historique que les jeunes générations aujourd'hui ne savent pas. Embarqués aussi par les mouvements wahhabites qui ont fait de l'islam une culture religieuse de domination, qui font du noir, des gens qui sont au bas de l'échelle. Bon, oui. Ils oublient que le grand, comment dire ça, l'homme qui appelle la prière, le grand, même au temps de Mahomet, était un noir, il s'appelait comment? Bilal, je crois. C'était le grand Bilal. Alors, c'est le seul noir, non que les noirs estiment que quand on t'appelle Bilal, bon, c'est noble parce que c'est toi qui appelles la prière. Mais attendez, il faut aussi commencer maintenant à déconstruire. Et là, Simon n'est pas là. Non, là. Moi, je fais. Bon, il y a un téléspectateur qui fait quand même savoir que Cameroun, ça signifie quand même Kama ou Kamet. Hein. Non, Cameroun veut dire. Cameroun veut dire. Ça vient de Cameroun. Cameroun, qui veut dire. Il ne faut pas qu'il triche. C'est ça l'histoire. Bon, on peut également changer à Kama ou Kamet. Non, vous ne pouvez pas. Il faut chercher un autre nom. Et je crois que si on fouille bien dans nos langues, on va trouver un nom qui correspond à Cameroun. Bien, moi, c'est pour ça que pour l'instant, je préfère écrire Cameroun avec K. Vous le savez très bien. Alors, je disais que même au niveau de nos enfants, on continue de traîner ce fardeau. Même nous qui sommes les prétendus révolutionnaires. C'est compliqué. Moi, quand j'ai fait mon premier fils, j'ai dit à mon épouse, bon, maman, notre fils va s'appeler Osiris. Osiris, ça veut dire quoi? Bagarre générale. Pour l'histoire du prénom. Quand tu ne donnes même pas le nom de ton père, j'ai dit, mon père s'appelle, il dit Maurice, j'ai dit que non, Maurice, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est un don. Tu vois. Bon, finalement, parce qu'elle avait combiné avec ses parents là-bas, on a coupé la poire en deux. Elle est venue un jour me dire que, tu sais, mon grand-père s'appelait Charles. Donc si tu mets ton Osiris là, moi aussi je vais mettre mon Charles. Finalement l'enfant s'appelle Charles Osiris. Vous voyez, parce que sinon ça devient l'histoire de verdict à la Salomon. Bon, ma fille, qui m'a fait l'honneur dernièrement à le dot là, ma petite fille à 18 ans, quand elle arrive au monde, je dis que ma fille ça va s'appeler Nefertiti. Ah, elle dit que là, avec tes histoires là, moi je ne comprends pas. Ah, j'oubliais, ma mère s'appelle Anastasie. Donc je vais quand même donner un nom à ma mère. Mais j'ai dit que Anastasie n'est pas le nom de ta mère. Elle ne veut rien comprendre. Finalement, nous sommes encore là, la fille s'appelle Nefertiti Anastasie. Donc vous voyez comment on est obligé d'avaler certaines couleurs, mais en essayant de marquer un pas en avant. Et à mes enfants, je leur dis, moi j'ai pu faire ça pour vous. Mon père, lui, il n'a pas pu, puisque moi je suis patient parfait. Moi j'ai pu faire à mon niveau beaucoup de débats et de concessions, arriver à ce niveau. Vous, à votre niveau maintenant, ne donnez plus des noms de ces gens-là à vos enfants. Cela n'a rien à voir avec la haine des autres. Cela n'a rien à voir avec la haine de la culture des autres. Mais je vous dis que c'est un fardeau lourd à porter. Il faudra progressivement creuser, déconstruire pour arriver justement. Et le seul cours de Mbelek ne suffit pas. Il faut des milliers et des milliers de cours. Comme ce que Mbelek a fait tout à l'heure. Parce que ce qu'il a fait, je peux vous le garantir, qu'à l'heure où nous sommes là, il y a des gens qui pensent que Mbelek, là, vraiment, son histoire là, c'était raciste. Il a un problème avec les Blancs. Il a un problème avec les Arabes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est après avoir écouté ça une fois, deux, trois, on dit que la magie de l'enseignement, c'est quoi? C'est la répétition. La répétition, messieurs. Il va commencer à se poser des questions. Il faut qu'on touche l'endroit où, sur le plan psychologique, il va commencer à se questionner lui-même sur certaines affections, soi-disant qui nous ont été imposées. À partir de ce moment-là, il va déclencher en lui le questionnement ultime et important pour se dire que, mais au fait, c'est quoi cette affaire? Les émissions comme ça vont se répéter, ne vous inquiétez surtout pas. Patient parfait de... Les gars qui sont venus ici, ils ont trouvé qu'il y avait plein de béates, ouais, c'est comme ça qu'on appelle cette crevette, n'est-ce pas, au niveau du Vouri. Et ils ont dit non, ça... C'est vrai que depuis l'année dernière, je vous ai dit que je mettrais ce sujet sur la table. Hein, de Cameroun, c'est maintenant partout dans la zone de Zofan, tu dis, tu es quoi? Cameroun, ah bon, tu es Camerounais, tu es une crevette. Mais le crevette là, avec sa tête qui brille, là, son Congolibon, là, vraiment, c'est un crevette bizarre. Et pendant ce temps, il faut le docteur Bekima est également en train de nous suivre en direct. Et il nous a envoyé un message. Je le dirai tout à l'heure. Bonjour, docteur Jean-Paul Bekima qui a de nous regarder. Que oui, mais il nous faut beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie, beaucoup de... Vraiment, pour qu'on arrive à déconstruire ces schémas qui sont presque... Les gens pensent que c'est naturel d'être comme ça, de s'appeler comme ça, et sans voir ce que Béni Christ a bien décrit. C'est-à-dire que les conséquences du fait qu'un continent s'appelle avec un nom qui n'est pas le sien, mais surtout
l'explication que les autres donnent au nom qu'ils nous ont donné. Et ça, je pense que c'est un gros volume de travail, c'est beaucoup de temps. Nous sommes là pour faire ça. Hein. On va continuer à travailler. On va continuer à réfléchir sur cette question. Merci pour cette première prise de parole. Messieurs, dans 18 minutes, nous allons ouvrir le standard à nos téléspectateurs dont je vais accorder 3 minutes à chacun d'entre vous pour cette seconde prise de parole. Je prends justement la réaction du docteur Jean-Paul Bekima. Paul Bekima. Bon, vous êtes tous docteurs. Non, il est Paul, il n'est pas Jean-Paul, il est Paul. Paul Bekima. C'est l'homme de Damas. L'homme de Damas, l'autre, il est aussi Jean. Il nous sait savoir une chose, il est possible que nous ayons été trompés à l'école avec cette histoire de portugais. Moi, j'associe Cameroun à Kamet. Et je l'assume, c'est le docteur Paul Bekima qui le dit cet après-midi. Je me tourne vers vous, docteur Jean-Paul Mbelek. Est-il possible aujourd'hui d'effacer le nom Afrique pour que le continent ait un autre nom propre? Tout à l'heure, vous nous faisiez d'ailleurs des explications en nous disant que nous sommes le pays du soleil, nous sommes brûlés par le soleil, le pays des Noirs. Est-ce qu'il n'est pas au jeu de bon ton de changer justement ce nom Afrique? J'en étais pas là. Je veux dire que, d'abord, je vais donner quelques petites choses parce que j'ai eu un trou de mémoire. La ville dont je parlais au Niger, c'est Agadez. Agadez. On parlait du sultan d'Agadez. Et la H, c'est Scavone. Scavone. Oui, Scavone. Maintenant, moi, je ne partage pas certaines choses que Bénécris a dit. En fait, une chose précisément. Oui. Voilà. Et je fais aussi une nuance sur la précaution révolutionnaire de Ndom. Parce qu'à mon avis, quand on est révolutionnaire, c'est un peu comme une bombe, c'est justement le révolutionnaire. On explose, s'il faut exploser, on doit exploser. On doit trancher. On ne va pas partir. Puis je lui fais au passage que si moi j'avais une femme, ma femme, moi, la mère de mes enfants, elle est française, si elle avait été noire comme moi, camerounaise, il n'y aurait même pas eu de discussion là-dessus. Pourquoi? Je te le dis, c'est tout. Moi je te le dis. Voilà. Toi tu es faible, c'est tout. Voilà. Non, mais tu es dictateur, on peut te bien sûr, je m'en fous. Moi je suis pas pour la démocratie. Hein. Non, moi je suis pas pour la démocratie. Je te le dis. C'est son droit le plus absolu. Je ne suis pas pour la démocratie. C'est son droit le plus absolu. Moi je suis pour ma hâte. Ok, la vérité, la justice. Donc je ne tranche pas là-dessus. C'est tout. Moi, mes enfants aussi, ils sont comme toi. C'est que ils s'appellent Kémy, mais il y a Louis parce que le grand-père s'appelait Louis, et il y a Mahat et l'autre parce que on a mis Lucie. Mais Lucie, j'ai dit Lucie, Ré, Lucie, Lumière. Bon. Et puis l'autre, elle s'appelle Anta, comme chez Anta. On a mis Marie. Bon, Marie. Je sais que ça vient de l'Égyptien, Mar. Bon, mais si ça avait été une Camerounaise... Non, tu es aussi faible. Je dis, hein... Je dis... Tu me comprends Messieurs, pas. terminons. Si ça avait été une Africaine... 3 minutes pour chacun d'entre vous. Quelle faible. On n'aurait même pas discuté. Oui. Pourquoi? Parce que... D'ailleurs, je peux tout le refaire, si tu me mets en défi. Parce que tout simplement, tout le temps, je l'ai formée. L'autre, si je vais au-delà, je viole sa conscience, elle est blanche. Elle n'a pas la même culture que moi. Mais celle quand même... Parce que, à la limite, l'argument là de que donner le nom du papa... Oui, Ndom, pourquoi... Ou le nom de son papa à elle. Pourquoi mettre Maurice? Bon, encore que Maurice, c'est mort, hein, ça est des noirs toujours. Mais l'autre, Anastasie, pourquoi ne pas avoir mis vraiment le nom africain de sa maman? Non, le nom africain de sa maman. Mais ça peut que culturellement, elle est dominée. Elle n'est pas encore... C'est ce que je tiens de dire, que si ça avait été ma compagne noire africaine, elle aurait déjà été à l'école depuis longtemps. Comme ça, le problème ne se serait même pas posé. Oui, toi, tu ne vas même pas écouter. Ça fait presque 20 ans. Allons-y sur ma question. On te le concède. On te le concède. Maintenant, pour Bénécris, on te le concède. Je te le concède. D'accord. Maintenant, donc je retire ce que j'ai dit avant. Comme ça fait longtemps. Voilà. Bénécris, le plateau est plus animé. Bénécris, il y a un problème. Il y a un problème. N'affirme pas parce que tu as déjà un début de connaissance, n'affirme pas que ça vient... J'ai dit, parce que tu ne m'as pas écouté en fait. Je suis désolé, tu ne m'as pas écouté. Pas du tout. Il y a une chose qui t'a échappé. Non, laisse-moi finir. Tu ne m'as pas écouté. Tu m'as pas écouté. Sinon, tu es revenu sur le fait que c'était passé des Arabes à Rome. Alors que moi, je t'avais dit que c'est les Romains qui ont occupé l'Arabie. Et l'Arabie était même encore noire d'ailleurs à l'époque. Mais moi, je vais vous démontrer que les Arabes ont colonisé les Européens. Ok, tu vas le démontrer. Voilà. Tu auras une prise de parole tout à l'heure. Il faut le démontrer. Non, pas les Européens. Je parlais des Romains. Je sais bien qu'il y a eu une occupation. Et puis elle n'est pas arabe. L'occupation en Espagne, elle est morte. Elle n'est pas arabe. Nuance. Très bien. Alors, attention, nuance. Là, au moins, vous entendez bien. Oui. Allons-y. Bon, donc, je reviens. Le mot afar est africain. Quand on dit affaire pour désigner chez les Romains, donc l'Antiquité, les Africains, le mot afar est africain. Il y a encore aujourd'hui un peuple qui s'appelle Afar. Les Afars en Éthiopie. Oui, Éthiopie, Djibouti, Somalie. Oui. D'ailleurs, Djibouti s'appelait à l'époque le territoire des Afars et des Issa. Donc ce peuple existe encore. Donc,
pourquoi ce peuple qui existe encore, lui, n'aurait pas influencé les Romains? Puisque Afar et Afer, c'est pareil au niveau linguistique. Le fait de changer la voyelle ne change rien. Ce qui compte, c'est le squelette consonantique. Oui. Alors, Afar, Afer, pourquoi ne pas dire que... Puisque eux, ils existent encore, ils sont africains. Pourquoi ne pas dire justement Afar? Afar, à la place de dire Afrique. Voilà, ça c'est number one. Oui. Number two. Étant donné que nous sommes tous des êtres humains, il est prouvé qu'un peuple peut porter un nom, surtout qu'on parle le français. On ne va pas interdire aux Français de dire africain, puisque c'est leur langue, c'est leur choix. Mais même un peuple peut porter un nom qui lui vient d'un autre peuple et qui est même péjoratif, ça existe. Le mot russe ne vient pas de la langue russe, le mot russe c'est scandinave. Les Russes ont été colonisés par les Scandinaves, une partie de la Russie en tout cas, parce que pendant longtemps ils ont fait la guerre au Danemark, oui, et aux Suédois. Il y a eu plusieurs fois la guerre entre les Scandinaves et les Suédois et les Russes. Le mot russe, russe veut dire roux. C'est un mot qui leur vient des Vikings. Mais ils ont adopté ça comme le leur. Et je peux dire slave, le mot slave c'est pareil. Ça veut dire esclave, slave. N'empêche que les peuples d'Afrique d'Europe de l'Est, on les appelle les slaves. Et ça leur pose pas de problème. On termine, messieurs. Bon. Donc je veux dire que ça c'est accessoire. Et puis, c'est pas parce que telle civilisation a été grande en Afrique qu'on la réclame. Elle aurait été même minable qu'on la réclamerait parce que c'est la nôtre. Notre civilisation. Le fait de réclamer l'Égypte ancienne, par exemple, c'est pas parce qu'elle était grandiose, c'est juste parce que c'est notre histoire. Donc même si ça avait été minable, qu'on le réclamerait. Et si ça avait été grandiose, si c'est pas à nous, qu'on le rejetterait. Donc l'acceptation, le rejet ne vient pas du fait que c'est grandiose. Ça vient du fait que nous cherchons à retrouver notre identité, à remonter la plus lointaine, comme disait chez Kanta Diop. Oui. Voilà. Donc, sur ce point-là, j'ai souligné le côté Afar, il ne faut pas oublier. Je dirais simplement que pour clore cette affaire, qu'on rebaptise le Cameroun ou qu'on ne le rebaptise pas, ce n'est pas le plus important. Pour nous les Africains, c'est de nous remettre sur la ligne droite qui correspond à une vérité qui est la nôtre, à une historicité qui est la nôtre. C'est-à-dire, ce que chez Kanta appelait la continuité, c'est-à-dire que sans qu'il y ait solution de continuité, il faut qu'on rétablisse l'Afrique dans son histoire. La solution de continuité, c'est quand on commence à inventer des choses pour expliquer ce qu'on ne veut pas expliquer. Autre chose, il n'y a pas que Bilal qui était noir. Mahomet même n'était quoi? Pourquoi on ne représente pas Mohamed? Le problème africain avec les Blancs ne vient pas des Blancs eux-mêmes. Le problème africain vient de ceux qui ont commencé le crime en Arabie. Et ce sont les talmudistes qui vont l'achever à partir de l'Espagne, à la fin de la conquête. Ils vont changer d'alliance. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Les 3 minutes sont temps d'écouler. Bon, je chute alors, rapidement. Alors, donc, c'est pour dire que, si on regarde, les érudits africains musulmans connaissent bien ces choses-là. Tous les conflits qu'il y a eu après la mort de Mahomet viennent du fait que, justement, la plupart des disciples de Mahomet, ses compagnons de route, étaient des Noirs. Abou Bakr était un Noir. Et qu'il y a eu, à un moment donné, même à ce niveau-là, reformulation de l'islam. Donc, même la mort de Ali, le schisme là, il faut vraiment interroger cette fois-ci les vrais érudits. On ne pourra pas éviter, si on veut vraiment revenir sur la vérité, cet éclaircissement-là en Arabie. Et pour chuter, je dirais aussi que le fait de ne pas représenter Mahomet, pourquoi on ne représente pas Mahomet? C'est une bonne interrogation. C'est parce que Mahomet, soit il était noir, n'oubliez pas que c'est réfugié en Éthiopie, soit il était métis. Et pourquoi on ne rend pas clair le passage de hébreu à juif? Les juifs aujourd'hui, à part les falachas, et quelques juifs qu'on trouve en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou que ce soit chez les Lemba, même au Congo, au Zaïre, il y a des juifs là-bas, ou les Lemba en Afrique du Sud. Voilà, à part ces juifs-là, les autres juifs, les dominants, ils sont blancs. Merci. Il faut expliquer comment on passe de l'hébreu, dont je vous donnais la vignette, même en lisant la Bible, on voit comment était Jésus-Christ, voilà, aux juifs. Il faut expliquer ça. Et on ne représente pas Mahomet parce que soit on parjure, et on ne veut pas le faire, soit on ne le représente pas. Parce qu'on ne peut pas le mettre blanc, c'est pas possible. Ce serait un parjure. Donc, décret, on ne le représente pas. Je vais en même temps donner la réponse. Merci, merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec. Bortom Bénicris, en 2 ou 3 minutes. D'ailleurs, il y a Luis Ekonga qui nous dit bonjour Stevie à tout le panel. Il y a aussi les prénoms que nous portons. Là aussi, il faut vraiment en découdre. Cela dit, on a eu l'exemple avec... Oui, avec Cameroun. Voilà, non, l'exemple déjà avec lui et son épouse et les enfants. Bon, mais écoutez Steve, il y a, je vais quand même faire une bonne gestion de mes 3 minutes en revenant sur 3 choses. Monsieur le docteur, nous sommes africains. That is the question. Parce que, vous comprenez ça, quand je dis nous sommes, c'est identité. Moi, je me réfère à un livre que j'aime beaucoup, la Bible. David a dit, qui est l'homme?
L'homme n'est pas ce qu'il est, ce qu'il apparaît, ni ce qu'il possède. L'homme est ce qu'il est, l'être. Et le monde est dans une vision du non-être. Nous l'avons développé la fois passée. Du non-être. Oh, nous sommes. Et si nous coupons le fil avec ce que nous sommes, nous ne sommes plus rien. C'est de là qu'il s'agit. Je vais vous donner un exemple. Les Portugais arrivent au Congo, ils demandent, ce territoire s'appelle comment? Le peuple dit Nzadi. Nzadi, dans mon patois, veut dire fleuve. C'est le fleuve. Et par inadéquation linguistique, souvenez bien, les Portugais partent, ils écrivent Zaïre. C'est ça. Et donc, ils redébaptisent ce grand territoire qui s'appelait Congo. Donc, je reviendrai plus tard pour l'essence. Congo, Congo, avec K, puisque la vraie prononciation, ce n'est pas Congo, c'est Congo. Parce que c'est Congo d'Antotila, dont je suis originaire. Ils écrivent Zaïre. Et on débaptise plus tard le nom du pays en Zaïre. Alors, qui sont les Zaïrois? Soit ils sont le peuple du fleuve, soit c'est l'identité du Congo qu'on veut noyer dans un fleuve de compromission. Le nom a un sens pour un peuple. Nous, les Bantous, et nous, les Africains, et l'homme en général. Bon, ça, c'est un détail. Voilà pourquoi ce nom doit être révisité et reconsidéré si nous voulons reconquérir notre identité en tant que Kama. Je passe dessus. Prenons maintenant l'édition sur les Arabes. Mon frère, il est démontré scientifiquement qu'il n'existe qu'une seule race sur la Terre. Scientifiquement. Je ne vais pas aller dans les éléments des langages. Il n'existe qu'une seule race. C'est Homo sapiens sapiens. Toutes les variations que nous avons, c'est lié au climat, à la géographie, à la température, à tout ça, à l'éloignement par rapport à l'équateur. Et toutes ces races-là ne sont que des différentes ramifications de développement de la race noire, qui est le fils aîné de la création. Voilà pourquoi c'est tout à fait logique qu'on trouve des noirs partout. Et dans mon livre que je recommande encore, c'est un ouvrage de 512 pages. Allez-y, il y a 10 livres. Regardez cet ouvrage-là. J'ai fait cette démonstration claire. Quand est-ce que la race blanche est arrivée? Et qu'est-ce qui a prévalu dans les conditions tout climatiques pour que nous ayons la race blanche, même à l'Asie et tout. Et nous avons démontré que partout là sur la terre, il y avait vraiment des noirs. Il y avait vraiment des noirs littéralement. Que ce soit les Abraham, les Jésus, ils étaient noirs. C'est scientifiquement démontrable. Et après maintenant, avec la complicité des climats, l'éloignement des zones géographiques, ça a commencé à se métamorphoser. Voilà pourquoi vous remarquez que même ici en Afrique, si vous habitez dans une région qui est froide par exemple, où la température est trop basse, vous allez blanchir. C'est prouvé. C'est faux. Ok, continue, c'est ta parole. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Excuse-moi. Laissez-moi finir. Je regrette ce que j'ai dit. Voilà, laissez-moi finir parce que moi j'ai fait mes études, à moi en tant que docteur, mon ami. Toi, tu as fait tes études que je ne partage pas totalement. Moi, le mien est déjà publié. Publié et ça se vend. Et je n'ai pas qu'un seul ouvrage, j'en ai plusieurs. Où les gens peuvent aller lire et vérifier. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là, messieurs. Terminons rapidement. Je vais chuter. Laissez-moi 3 minutes, docteur. Plus que 4 minutes. Nous sommes dans un combat panafricaniste. Il faut considérer toutes choses à sa juste valeur. Si nous voulons aujourd'hui faire face à l'Occident, il faut savoir utiliser les identités qui sont les nôtres et les redynamiser. J'ai aimé, parce que c'est par là que je vais chuter, j'ai aimé un homme de Dieu, David Oyedepo. Il a parlé de l'Afrique. Il a dit quelque chose. C'est le seul peuple qui se plaint, mais quand vous arrivez en Afrique, tout est richesse. Et qui est incapable de valoriser sa propre richesse. Le problème, c'est quoi? J'ai aimé sa termination. Il dit, le problème est dans la redynamisation des cultures locales. C'est-à-dire la révalorisation de l'identité, l'homme, que nous avons porté en Égypte et qui a fait de nous des grands mathématiciens. C'est là les problèmes. Les restes, ce sont des détails. Et si on ne commence pas par là, cette Afrique continuera toujours, je l'ai dit, être à la merci de l'homme blanc. Et peut-être les Africains que vous êtes devenus, vous vous réveillez trop tard lorsque le sort de ces continents sera irrévocablement scellé. Et pendant ce temps, le docteur Paul Bekima nous dit si un fleuve peut s'appeler Noun au Cameroun, pourquoi exclure le fait que ceux qui ont nommé ce fleuve ainsi puissent également se définir naturellement comme des Kamites?
Pendant ce temps, Charlie Kenye, je vais sortir avec ce nom Afrique peut-il justement exercer sur le continent noir? Bien sûr. Peut-être positif ou négatif? Bon, je pense que jusqu'à présent, de façon négative, il faut le dire, parce que quand vous questionnez les origines de ce nom, on vous parle de la conférence de Berlin. En principe, c'est un nom qui détermine quelque chose de petit, c'est-à-dire c'est un nom commercial, si on peut le dire ainsi. C'est un nom qui montre que dans ce continent-là se trouve une valeur marchande que nous sommes nous. Donc, en réalité, on nous a sous-estimés. Nous sommes plus des hommes, nous sommes des sous-hommes. Donc, ça se voit même à travers même tout ce que nous pouvons voir. Prenons l'exemple même de ceux qui sont à la tête de nos États, sans manquer de respect à nos chefs d'État et de gouvernants. Vous comprenez que on nous a pris des personnes qui en réalité devaient incarner le développement. On leur a pris pour aller se faire former à une école qui n'a rien à voir avec la nôtre, et c'est les mêmes personnes qui reviennent ici perpétrer ce que nous passons le temps à décrier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un combat à mener déjà contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des nôtres qui en réalité devraient nous montrer le chemin, mais qui se plaisent à nous rendre, à nous maintenir dans l'obscurantisme. Et nous avons encore un combat contre l'oppresseur. Donc c'est un nom qui a un impact assez fort. Donc dire aujourd'hui que pour le changer ou alors pour le repenser, il faille une approche pédagogique selon l'analyse du cher. Du moment où nous partons, nous pourrons le garder également, puisqu'il a été donné. Je suis d'accord, mais écoutez, je pense que nous sommes en train de mener un combat, et lorsqu'on mène des combats aussi grands, au-delà de l'approche pédagogique, il faut une approche, je vais dire quoi? Je vais m'excuser du terme violente. Ça veut dire que l'Africain atteint un niveau d'inconscience, je m'excuse de le dire, qu'il faille un choc. C'est-à-dire qu'il doit se sentir choqué et parfois peut-être même blessé dans sa chair. Parce que, dites-vous bien, aujourd'hui, nous tous en qualité d'Africains, nous vivons dans le déni. C'est-à-dire que c'est quoi le développement? Est-ce que le développement, ce sont les gratte-ciel? Ou alors le développement, c'est la maman au village qui peut planter la tomate, qui peut aller pêcher derrière la maison? Est-ce que c'est quoi être bien habillé? C'est s'habiller en costume, cravate, ou alors c'est mettre un ensemble traditionnel? Il y a un ensemble de choses, de paradigmes sur lesquels on devrait se poser. Donc, moi, je continue de me dire, c'est les questions de fond pour lesquelles aujourd'hui il faille repenser, et il faille le repenser d'une façon drastique, avec une certaine force, avec peut-être une certaine violence, parce que dites-vous bien aussi que l'histoire africaine elle est violente, ça c'est bien, et on apprend constamment par la violence, peut-être pour amener les mentalités à changer. Passons par donc, pourquoi est-ce que l'histoire de l'Afrique n'est pas enseigné dans les écoles dès la maternelle? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que tout ce qui se dit dans les écoles, tout ce qui est enseigné dans les écoles africaines, eh bien ce n'est pas leur histoire, ce n'est pas l'histoire de l'Afrique. Je vous ai dit que l'histoire a été écrite par les peuples vainqueurs. Mieux, les peuples vainqueurs ont pour souvent tâche de perpétuer cette fausse histoire pour qu'eux ils continuent justement de nous dominer culturellement. Donc ces peuples vainqueurs ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne vont pas vous enseigner votre vraie histoire parce que ça va... Est-ce que c'est à eux de nous enseigner notre histoire? Mais il faut d'abord être indépendant pour que ça soit capable de vous-même concevoir vos propres programmes, etc. etc. La question de la souveraineté va revenir. On va dire, ah, ils parlent tout le temps de ça, mais malheureusement, c'est ça le problème. Tout à l'heure, quand je parle de pédagogie, mon cher, c'est très important. Parce que dans certaines cultures, je crois que ce débat, il faut qu'on ait des anthropologues, on ait des sociologues, on ait des tas de gens comme ça qui expliquent des concepts assez barbares, mais qui sont très importants pour la compréhension de certains sujets. Par exemple le nom. Dans certaines cultures, on est des Bantous. On dit souvent que le nom a une valeur toponomique. C'est-à-dire que si on t'appelle chez toi un Bassam Bombé, c'est-à-dire la malédiction, ça veut dire que tout ce que tu vas faire risque d'être maudit. Voilà. Est-ce que tu comprends? Mais on voit aussi des Bombés qui ont réussi. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis il faut relativiser. J'espère que vous connaissez Bombé. C'est pas quand même. Non. Arrête ça. Deuxièmement, Charlie Kenye. C'est vrai. C'est vrai, le retour à nos racines est très important. Mais là aussi, il faudra beaucoup de pédagogie. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une tenue traditionnelle, sauf que vous êtes hybride. Il y a une tenue traditionnelle, il y a un dessous, il y a un dessous. Vous voyez, ce n'est pas ça qui fait de vous forcément un Africain. Les gens qui sont battus pour l'Afrique et qui ont donné les lettres de noblesse à ce continent, Thomas Sankara, il y a quand même Thomas. Voilà. Patrice Emery Lumumba, il y a Patrice. Ruben Oumniobe, il y a quand même Ruben. Voilà. Mais il y a des gens qui parlent des noms de Kémid, bien de Kamid, qui sont vraiment à l'opposé complètement de la vision de ces gens-là. Oui. Donc le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau de la détermination, de la conscience, c'est-à-dire de dire, je veux faire quelque chose pour une marche en avant pour que mon pays puisse évoluer. Quand je vous ai pris mon cas personnel aujourd'hui, c'est pour dire à la génération que je suis, à mes enfants, voilà le pas
le compromis dont j'ai été capable, à vous de parachever, n'est-ce pas? Au moins, c'est clair. Ce truc-là. Donc, honnêtement, si on ne fait pas attention, en n'abordant pas bien la question là, la bombe qui doit exploser, mais la bombe peut exploser et elle les apporte avec, hein. Oui. Il faut faire attention. Il faut, toi, je parle quelqu'un qui est habitué des questions de stratégie militaire, etc. On ne balance pas les grenades n'importe comment. Tout à fait. Donc, il faut bien réfléchir, bien calibrer, bien voir quelle est la trajectoire la meilleure, hein, et la cible. Et comment faire pour l'atteindre. Sinon, on risque de tourner en rond, on risque de créer au contraire beaucoup plus d'aigris que des gens qui vont essayer de piger quelque chose de toutes les brillantes démonstrations qui ont été faites ici aujourd'hui. Donc je continue de dire, soyons pédagogiques dans tous les aspects du combat qu'on va faire. Il faut qu'on ait un peu de pédagogie. Parce que nous sommes face à un matériau qui est le matériau qui existe, qui est comme il est. On n'est pas en face d'un matériau qu'on aimerait qu'il soit comme ça. Celui qu'on est là, il est comme ça. Les gens sont dans des bars, ils boivent des bières. Ils vont dans les églises, ils privent Abraham. Ils vont dans les mosquées, ils privent Mohamed. Vous allez les enlever là comment? Avec le fusil? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, monsieur. Ce n'est pas le défaitisme là, ce que vous Ce n'est pas le défaitisme, au contraire. C'était une approche, n'est-ce pas, qui tient compte de la réalité du moment. Vous ne pouvez pas transformer la réalité du moment d'un coup de baguette magique. Les Chinois sont la première puissance au monde sur le plan économique aujourd'hui. Mais ils s'habillent comme M. Bénécris. Hein? Oui. Pourtant. Donc, je crois qu'il faut vraiment que notre envie d'aller trop vite ne nous fasse pas aller plus vite que la musique. Mais je crois que les gens qui nous écoutent, chacun essaie de piger quelque chose, de voilà la direction. Petit à petit, merci, messieurs. On va finir par arriver là où on veut. Pendant ce temps, je vais dire à nos téléspectateurs que le standard est désormais ouvert. Oui, rapidement, quelques secondes. Je voudrais dire, c'est vrai que les Chinois aujourd'hui, même si ça s'habille comme Bénécris, c'est pas ça la valeur. La vie ne veut pas le moine. C'est pas ça. Je vous dis, en Afrique, c'est celui qui est habillé, par exemple, comme Bénécris, lorsqu'il arrive quelque part, qui sera le mieux reçu, qui sera le plus écouté. Vous comprenez un peu. Or, chez eux, il y a une réelle culture qui est restée dans les esprits. Je pense que c'est la culture mandarin. À côté de ça, vous allez voir qu'il y a la langue qui n'a pas changé. Aujourd'hui, est-ce que nous avons une langue par laquelle nous pouvons communiquer, vous et moi, sans que celui qui arrive de X ou de Y ne puisse nous entendre? C'est ça la véritable question. Et au-delà de ça, il y a également, je vais dire quoi, l'échec de nos élites, parce que ça, il faut le dire. Vous avez une élite intellectuelle aujourd'hui en Afrique qui est tellement extravertie, à la limite même qui est sorcière, si je peux me permettre le terme. Parce que c'est des gens qui ont appris un savoir, c'est-à-dire que des choses pour lesquelles ils peuvent venir réellement nous dire de quoi il est question, mais qui sont plongés dans des choses dont eux-mêmes ils ne maîtrisent pas, pour lesquelles ils veulent nous obliger à y être, quitte à tronquer notre histoire, quitte à tronquer nos réalités. Donc, moi je dis, j'insiste encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il y a un combat contre nous-mêmes qu'il faut mener, et ce combat-là, c'est généralement le combat de l'ordre gouvernant et de l'élite intellectuelle. Le standard est désormais ouvert, mesdames, messieurs. C'est vous qui allez clôturer cette émission avec justement, il faut le dire comme ça, votre appréciation et surtout vos réactions. Et oui, je commence déjà à sonner au téléphone. Allons-y, messieurs. Au téléphone, bonsoir. Vous allez baisser le volume de votre téléviseur. Bonsoir, et vous allez nous appeler. Baissez le volume de votre téléviseur. Oui, c'est monsieur Ebois. Ebois Karl. Ebois Karl, nous vous écoutons. Ebois Karl. Baissez le volume de votre téléviseur. Nous allons passer à un autre téléspectateur. Je vous l'ai toujours dit, mesdames, messieurs, lorsque vous nous appelez, la meilleure des choses à faire, c'est de baisser le volume de votre téléviseur. Là, nous allons nous entendre. Au téléphone, bonsoir. Eh bien, c'est les mêmes personnes. Je l'ai dit, baissez le volume de votre téléviseur. S'il vous plaît, baissez le volume de votre téléviseur. Vous pourrez nous avoir plus facilement. Au téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir, Steve. Jusqu'à preuve de contraire, je vais le dire encore une énième fois, celui qui ne pourra pas baisser le volume de son téléviseur, on passera justement à un autre appel. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir, tonton Steve, c'est Priscille depuis Douala. Priscille, depuis Douala, on vous écoute. Voilà. Mon souci, c'est que le débat a été fait et ça fait longtemps qu'on a l'historique de l'homme noir, mais jamais je n'ai eu l'historique de l'homme blanc. Ma question s'adresse à Dr Paul Bellec. D'où vient l'homme blanc? Parce que tant qu'on ne connaît pas l'histoire de ce monsieur-là,
vraiment on ne pourra pas s'en sortir avec lui. Puisqu'il a une haine farouche contre l'homme noir. Donc il faut qu'on nous dise vraiment d'où vient l'homme blanc. Et quand nous avons des histoires de mélanine et pas de mélanine, parce que le changement de climat n'affecte en rien le changement de couleur. Parce que je connais Achangla où il fait très froid. Il n'y a pas plus noir qu'un champ. Elle te répond. Hein? Il n'y a pas plus noir qu'un champ. Si on va aller à Boya vers le Mont Cameroun, les noirs là, il n'y a pas plus noir que des anglophones de Kumba ou de Bamenda. Il fait très frais là-bas. Donc mon niveau, ce n'est pas au niveau de comment on connaît que tous. Nous connaissons tous que l'homme noir vient est en premier sur la terre et qu'il n'y a que 8000 ans. L'homme blanc vient d'où? Soyez francs, vous les intellectuels, vous connaissez la vérité, dites-nous. Le blanc là sort d'où? Est-ce une expérience de laboratoire? Si c'est une expérience de laboratoire qui a comment ils ont essayé de devenir des humains, parce que en rien ils n'ont une attitude d'humain. Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas parce qu'ils avaient dit que l'émotion est nègre. Ils n'ont pas d'émotion qui qualifie d'abord l'être humain. Donc ça veut dire que soit il a été fabriqué en laboratoire pour venir dominer l'homme noir. Merci Priscille. Expliquez-nous. Merci Priscille. Merci à vous également de nous avoir appelés. Des questions que vous posez sont assez, on le dit comme ça, assez un peu sombres. Hein. Mais bon, c'est votre droit le plus absolu. Salut tonton Steve, une seule question. D'où vient l'homme blanc? On vous a suivi. Nous prenons notre téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir à vous. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je vous appelle depuis le Togo, c'est Trésor. Trésor depuis le Togo, on vous écoute. Je suis parfaitement d'accord à l'idée que nous avons vraiment un combat à mener contre nous-mêmes. Parce que franchement, on voit nos frères très diplômés et bizarrement, lorsqu'ils ont le diplôme, ils n'ont plus de questions à se poser. Normalement, je trouve qu'il faut se poser des questions par rapport à la connaissance qu'on a reçue à l'école du Blanc et essayer de voir ce qu'on peut trier pour pouvoir essayer d'éduquer un peu nos frères. Mais bizarrement, lorsqu'on a le diplôme, bon, je ne sais pas, tranquillement, on se fait celui qui connaît tout. On ne se pose pas de questions par rapport à ce qu'il faut faire pour développer un peu peut-être notre village natal ou rien de tout ça, quoi. Donc, franchement, je trouve qu'il va falloir essayer de... Bon, je ne sais pas par quel miracle, mais essayer de faire comprendre un peu à nos diplômés, voilà, que c'est pas forcément le diplôme qu'ils ont eu, je ne sais pas, qui pourront aider peut-être leur communauté. Merci Trésor. Par rapport à ma soeur qui vient d'appeler tout à l'heure, j'aimerais lui dire que... Allô Trésor? Parce que lorsqu'on immigre vers les pôles, avec la mélanine, ça peut un peu changer la peau noire. Tout à fait. Voilà, merci à vous et bonne émission. Bon dimanche à vous également Trésor. Hein. On reste toujours au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, Jumoli Ibrahim. Vous vous appelez? Jumoli Ibrahim. Ibrahim, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Douala. De Douala, Ibrahim, on vous écoute. Oui, bon, j'ai suivi l'émission de Fort en Combe et puis c'était vraiment très spécial la thématique. Mais nos intellectuels s'opposent entre eux de par leurs idées émises. Réellement, si nous sommes tous un, c'est-à-dire ceux qui sont en Europe sont des noirs dépigmentés, ça veut donc dire que nous sommes tous un. Réellement, c'est la valeur humaine que nous devons chercher à promouvoir et non la séparation de l'humain. Il y a le grand frère Pasteur d'Homme qui a parlé de l'islam qui contredit certains principes. Mais du moins, il faut se questionner vraiment dans cela. Par exemple, je suis musulman, dont le nom déjà vous indique. Le prophète de l'islam disait le noir n'est pas différent du blanc, l'arabe n'est pas différent du non-arabe, mais le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Donc celui qui a la valeur pour l'humain le plus. Ça veut donc dire, si vous êtes blanc ou vous êtes noir, hein, il faut qu'on se respecte et que chacun soit
et œuvre pour le milieu où il vit, hein, positivement et non dans la séparation. Bon, l'esprit Kamis, alhamdoulilah, oui, africain, il faut son identité, on l'assume. Hein, mais l'amour de l'humain, l'amour des êtres humains, l'amour de tous ceux avec qui nous vivons, et même des plantes, des arbres, tout ça est important pour celui qui se réclame être humain et non en déphasage avec la nature dans laquelle il vit. Donc c'était ça ma modeste contribution. Merci à vous Ibrahim qui nous appelait depuis Douala, la capitale économique du Cameroun. On reste toujours au téléphone, mesdames, messieurs, c'est le bon moment pour vous de nous appeler. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ce téléspectateur est un peu distrait, nous en prenons un autre rapidement au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Narcisse, Malé WhatsApp Narcisse. Narcisse, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Yaoundé, du Cameroun. Yaoundé au Cameroun, on vous écoute. Bon, je voulais m'adresser à ceux, mais excusez-moi, je ne m'exprime pas bien en français, mais en patois un peu mieux. Le monsieur qui dit que la mésaline, moi quand j'arrive à l'ouest, là où il fait plus froid, ma peau devient plus noire. Il dit plus noire. Donc on dit que quand il fait froid, la peau se détache. Moi c'est le contraire. Je deviens 2 fois plus noir que ma couleur. Il suffit d'une seule journée. Donc c'est un peu ma contribution. Okay. Merci à vous également d'avoir appelé cet après-midi. Apparemment, la seule chose que les personnes ont retenue pour le thème de cet après-midi, c'est justement le fait qu'on parle de noir. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir, Didier. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est M. Samba. Samba nous appelle depuis Berthois. On vous écoute. Et j'aimerais d'abord dire mes révérences à tous les panélistes. Et vous dire que l'émission que vous faites est extraordinaire et formidable. Je vous suis chaque jour. Et que mes ancêtres soient avec vous. Bon, je voudrais dire que ma contribution elle est la suivante. Le combat que nous avons amené, il est. En fait, nos adversaires ne sont pas les humains. Les blancs, même nos adversaires, ne savent pas ce qui se passe. En fait, ici, j'ai lu un livre de David Icke qui est intitulé Le plus grand secret. C'est un combat des races inhumaines contre la race humaine. Vous n'avez qu'à voir autour de vous. Il y a Corona qui vous parle, il y a le sida, il y a un problème d'extinction de la race humaine qui est en cours. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont au courant de ça. David Icke en a parlé suffisamment. En fait, c'est une invasion de la race humaine. Il y a des êtres qu'on appelle les reptiliens. Beaucoup ont déjà ils ont la capacité, un reptilien a la force de 19 à 24 êtres humains. Et ils ont une taille qui varie entre 3 mètres et 3 mètres poussière. Et ils ont des technologies assez poussées. Donc, en fait, ils donnent des technologies aux Occidentaux pour du sang humain, la chair humaine et des émotions négatives. Et quand ces gens-là s'emparent de vous, vous n'êtes plus vous-même, vous devenez une patte. Donc, en fait, il faut protéger la race humaine. La race humaine est en danger. Et les Noirs ont un rôle très important à jouer. Merci. Dans ce combat-là. Les Noirs sont restés les seuls qui sont un peu humains sur la planète Terre. Merci beaucoup. Vous voyez que les Occidentaux, ils font des mariages zoophiliques, homosexuels et tout. Mais nous, les Noirs, nous avons une place très importante dans ce combat. Parce que le Noir, il est émotif. Il s'en est allé, en tout cas, cette personne qui nous appelait depuis Berthois. Je rappelle d'ailleurs que le sujet qui est à l'ordre du jour, Afrique, quelle influence ce nom emprunté de l'arabe Ifriqiya peut exercer sur le continent noir? C'est notre grande interrogation, et non pas les élucubrations métaphysiques, et sans parler bien sûr de science-fiction. Bien sûr que la thèse reptilienne, elle est toujours d'actualité, puisque le docteur Mbelek en parle très souvent. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Monsieur Marab, depuis Niala, à Douala. Monsieur Marab depuis Niala Douala. Ils sont très nombreux d'ailleurs les Camerounais qui nous appellent cet après-midi. C'était rare. On vous écoute. Je suis très d'accord de la participation d'aujourd'hui. Pour moi, entre le docteur Bénicris et l'autre docteur, il n'y a pas eu désaccord. Les deux docteurs, je comprends. Mais pour moi, la thématique est très bonne et j'aimerais qu'à l'avenir, vous invitez beaucoup plus d'historiens et de vieux sages qui pourront plus nous éclairer comme ceux qui nous ont éclairés. Merci et bonne continuation.
Bonne continuation à vous également, bon dimanche, on reste et on demeure au téléphone, c'est le bon moment pour vous de nous appeler au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Ce téléphone, il est parti, on prend un autre rapidement. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, Steve, c'est Philippe Vianney Koto depuis la Californie. Philippe Vianney Koto depuis la Californie, on vous écoute. Oui, Steve, merci beaucoup pour l'émission. Je voudrais passer le bonsoir à tout le plateau. Steve, passant par Fendome, a dit quelque chose que je t'ai envoyé la dernière fois sur Facebook par rapport à ton thème sur les Guidestones. Ouais. Vraiment, il fallait que tu nous invites Borbasson pour qu'il vienne nous expliquer, parce que ça, c'est vraiment son domaine. Et l'apôtre Fanga a dit quelque chose ce jour, où je pense qu'il disait que nous nous attaquons à des choses très mystiques et très spécifiques, où peut-être un jour tu peux être en train de marcher comme ça, tu disparais seulement. Donc Steve, mon souci, c'est que nous voulons des armées de Steve Ghost comme toi. Il faut que tu nous formes des gens. Il faut que tu nous formes des gens pour continuer le combat. Il faut que le combat soit rude, comme le disait Charlie. Et par rapport à ce que Passa Pafendom disait sur les gens de la zone anglophone qui parlent de Limbe et Victoria, Steve, nous faut une émission en anglais, Steve. Charlie, il a fait les études supérieures au Ghana, il parle parfaitement anglais. Et mon quoi, il parle anglais. Et le docteur Yambin Timba parle anglais, Steve. Il nous faut une émission en anglais pour que la plus. J'étais dit la dernière fois que j'ai des amis de la zone anglophone en Afrique. Je les explique certaines choses, ils ne comprennent pas. Ils sont toujours du côté, je peux dire obscur, quoi, de ce que l'impérialisme les fait comprendre. Il y a des choses que je veux les expliquer, les liens que je les envoie, mais comme c'est en français, ils me disent qu'ils ne comprennent pas. Il nous faut vraiment des émissions en anglais, Steve. Je ne sais pas comment tu peux faire pour que la direction nous crée quelque chose pour qu'il y ait des émissions aussi en anglais. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir à vous également, Philippe Vianney Koto depuis la Californie aux États-Unis d'Amérique. On reste et on demeure au téléphone. Ils sont d'ailleurs très nombreux cet après-midi qui nous appellent. Au téléphone, bonsoir. On va prendre un autre rapidement. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Merci, c'est Afi. Merci, bonjour Steve. Bonsoir Afi. Vous nous appelez d'où? Oui, de l'Allemagne. De l'Allemagne, Afi, on vous écoute. Oui, alors la thématique d'aujourd'hui, elle est très importante, je trouve. Et j'ai écouté la fin de l'émission. J'ai vu que Monsieur Parfait, il a fait une très très bonne conclusion. Et il a parlé très bien, je trouve. Et il disait qu'il faut que nous fassions attention pour que le fait d'être, de vouloir aller trop vite, qu'on n'aille pas plus vite que la musique. Tellement de choses à faire. Nous avons tellement de combats à faire si nous à nous concentrer sur les noms que nous portons présentement. Écoutez, nous ne sommes plus des enfants, surtout vous et moi et tout le reste, la génération maintenant. Nous ne sommes plus des enfants, nous portons ces noms déjà. Mais malgré tout, nous devons faire un combat. Alors, il faut que nous nous concentrions sur les choses les plus importantes. Alors, et ce que nous devons faire, c'est les générations futures. Si nous voulons changer quelque chose, c'est maintenant, quand les enfants vont venir, c'est par là que nous devons changer les choses, surtout les noms et tout ce que nous voulons. Et maintenant, les changements, nous devons les accomplir seulement à travers nos éducations. Mais vous savez que nous sommes bloqués présentement, bien sûr, avec les lois et ce que les Blancs nous imposent, nous empêche de créer des écoles pareilles pour nous permettre de changer.
On a quelques petits problèmes avec Afi qui nous appelait depuis l'Allemagne cet après-midi. Toujours des interférences dans justement la voix. Mais nous allons toujours continuer à rester au téléphone encore un ou deux appels et nous allons conclure cette édition. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Prosper quoi? Bonalo Kadola, on vous écoute. Oui, en fait, depuis le début de votre émission, j'ai compris certaines choses. En fait, mon frère, il a 5 enfants et aucun enfant ne porte de prénom occidental. Ouais. Ça a créé vraiment trop de problèmes dans la famille. Mais quand je vous écoute aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses et j'ai même froid d'eau en fait. Voilà. Et j'aimerais revenir autant pour moi sur quelque chose qui a été dit. C'est-à-dire qu'il faut commencer à travers la décolonisation des mentalités par le bas, comme disait un de vos compatriotes, avant d'arriver au niveau de l'Afrique. Mais pour ça, il faut comprendre que de nos jours, on n'est plus dans les discours. Donc, sur votre plateau, il faut aussi donner les éléments, permettre aux gens de comprendre comment est-ce qu'on doit faire pour y arriver. Parce que ceux vraiment qui nous gèrent, qui nous gouvernent, qui ont la responsabilité de la cité, ne sont pas intéressés par ça. Ils sont intéressés. Eh ben, il s'en est allé, hein, malheureusement. Je pense que c'est le crédit qui est fini. Messieurs, non, je pense que je ne vais plus prendre d'appel. C'est terminé pour cet après-midi. On va se séparer rapidement d'ailleurs. Oui. Et demain est un autre jour. Patient parfait. Merci d'avoir été là cet après-midi. Merci Steve, merci pour cette émission et merci pour les contributions de mes amis du panel. Je pense qu'on a fait... C'était du lourd quand même cet après-midi. On a commencé à gratter un peu le vernis. Ouais, qui est assez importante. On aura le temps de revenir avec d'autres déclinaisons. Merci à vous, Saliki, d'avoir été là cet après-midi. Je rappelle d'ailleurs que vous venez de Yaoundé depuis hier, dans la nuit. 21h d'ailleurs. Exactement. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites une fois de plus d'assister à ce festin intellectuel. Et je remercie également mes co-panélistes avec qui j'ai beaucoup appris cet après-midi. Et je remercie tous ceux-là qui ne cessent de nous appuyer, de nous soutenir au quotidien à travers le combat que nous menons. Merci. Merci à vous, docteur Bénékis Kiézé, d'avoir été là cet après-midi. Oh, merci beaucoup. Juste rapidement, en une seconde, rappeler à mes frères et sœurs qui ont émis l'idée que... Il n'y a plus d'appel. La peau par rapport au froid. Non, je disais qu'il est démontré scientifiquement que plus on s'éloigne de l'équateur, c'est différent. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus la peau change parce que il n'y a plus beaucoup de concentration d'énergie. Et c'est cette absence d'énergie qui change la couleur de la peau. Donc c'est ce que j'ai dit et je voulais les corriger. Vraiment, je vais quand même remercier la contribution de tous les co-panélistes. L'émission était très belle. Je pense qu'à la longue, nous allons confronter nos points de vue avec les deux. Il y a une jeune dame d'ailleurs qui nous appelait Priscilla qui voulait savoir quelle est l'origine des Blancs. Ils sortent de la race noire. Je dis à Bénékris, il n'a pas intérêt à parler après moi. Parce que... Non, c'est terminé déjà pour aujourd'hui. Hein. Il n'a pas intérêt. Je ne vous donnerai pas. Sinon, ça se continue après. D'abord, le fait qu'il écrive des livres ne veut pas dire que le contenu de ses livres, que tout est vrai dedans. Déjà, oui. Parce que chacun peut à sa connaissance. Et puis les vérités changent avec le temps. Yes. Bon, je peux dire une chose aussi, je crois juste, et demain, ça s'avère faux. Déjà, même le grand Chécanta, ça lui est arrivé. Ouais. Bon, l'autre chose, c'est quoi? Même en corrigeant, comme il a dit, ça reste faux. Ok? C'est que le fait de constater, c'est vrai ce qu'il dit, quelque part. Mais attention, dans le faux, il y a du vrai, hein. Je pas. Ah oui. Non, on le sait. C'est terminé, on termine. Ce qu'il dit est juste dans le sens que, de nos jours, plus on monte en altitude, oui. En latitude, pas en latitude, en latitude aussi, mais c'est moindre. Oui. En latitude, plus il y a ce problème dit de gradient de couleur. Mais ça, c'est un constat, Bénéki, ça ne correspond pas au fait que, ne confond pas la cause et l'effet. C'est-à-dire que le fait que la couleur blanche claire soit favorisée dans les hautes latitudes ne veut pas dire que c'est ça la cause. C'est-à-dire que le fait de descendre la latitude, c'est ça qui te rend blanc. Non, c'est que les Noirs étaient défavorisés. Et c'est pour ça que les Blancs ont prospéré à un endroit qui n'était même pas l'Europe, c'est à la lisière d'Europe. Et on t'a répondu que tu peux être noir et à la tu dois encore plus. Ça ne veut rien dire. Là, nous sommes à l'équateur, monsieur. Alors on termine, messieurs, c'est terminé pour cette après-midi. Je ne suis pas là après moi, t'as compris ou pas? Voilà, donc je dis que... Parce que tu brûles le Merci, messieurs, d'avoir été là. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que dans un débat comme ça, chacun va prendre ce qu'il a pris. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va épuiser. Et en plus, comme c'est un sujet qui va de son point de vue, voilà. Il faut, si tu veux, tu prends un débat avec des spécialistes. Le choc du dé, jaillit la lumière. En tout cas, merci d'avoir au moins initié ce thème-là. Mais à savoir que Ndom a dit quelque chose, je suis d'accord avec lui. Sauf que moi, je ne fuis pas le combat. Il ne faut pas que les gens comprennent le côté raciste. On n'a pas parlé de
Parce qu'on parle de race, qu'on parle de classification hiérarchique des races humaines. On n'a pas dit qu'il était supérieur, l'autre inférieur. Je suis d'accord avec lui. Dans mon propos, je l'ai dit dès le départ. Je suis d'accord avec lui. Merci. Il faut dire que l'origine du mot Afrique révèle la profonde unité du continent. Africus veut dire en latin, un vent soufflant sur la région de Carthage. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.